Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Dans un monde où le fast-food règne en maître, ils ont osé défier les géants et ont révolutionné notre façon de manger l'un des plats les plus appréciés des Français. Louis Frac a confondé en 2011 BioBurger, la première chaîne de burgers 100% bio de France, un concept inédit, des burgers de qualité bio, bons pour nous et la planète. Et le défi est de taille. Comment fournir une alternative bio aux géants de la restauration rapide? Comment trouver des fournisseurs bio fiables, maîtriser les coûts tout en maintenant des prix justes pour les consommateurs et en garantissant la qualité? En 2024, le succès est fulgurant, avec déjà 21 restaurants déployés. Ils ont relevé ces défis, prouvant qu'il est possible de combiner éthique, plaisir et business. Découvre l'histoire derrière BioBurger et comment ils soutiennent une agriculture respectueuse, des produits de qualité et une entreprise qui se soucie réellement de son impact. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Tu es le cofondateur de BioBurger. Oui, Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et partager un peu ton parcours et comment tu es arrivé à créer BioBurger? ouais, très bien, très clair. Moi, je suis Louis Frac, je m'appelle Louis Frac. Je suis né, en 88 à Castres, à côté de Mazamet. Enfin, j'ai grandi à Mazamet, dans le Tarn, donc j'ai 35 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai grandi là-bas pendant 18 ans et puis je suis parti à Paris, pour faire mes études, où là, j'ai fait une école de commerce, qui s'appelle l'EDC, donc c'est une école de commerce, en 5 ans post-bac, assez orientée entrepreneuriat. Et là-bas, j'ai rencontré, mon futur associé donc, Anthony Daré, dès la première année. Et en fait, moi je suis parti là-bas parce que j'avais pas d'idée particulière, mais l'entrepreneuriat m'intéressait. Je m'en parlais toujours, en étant au lycée, je regardais l'émission Capital et je me rappelle avoir eu cette réflexion en me disant qu'il fallait que demain j'entreprenne, sur un sujet écologique. Que demain, donc c'était il y a 20 ans, que demain, ce serait vraiment un sujet de devoir s'inscrire dans une démarche écolo et faire et créer une entreprise avec, quoi. Donc j'avais cette idée en tête, mais enfin cette notion en tête, mais pas d'idée particulière. Et donc j'ai rencontré Anthony et en deuxième année de l'école, en fait, donc en 2008, 2007-2008, je sais jamais, on a eu l'idée. On a eu l'idée directe de BioBurger. Alors je sais pas si je rentre déjà, tout de suite, dans le vif du sujet. Est-ce que Mais déjà, on va rentrer un petit peu dans le sujet un peu après, mais du coup, tu dis que tu étais un peu orienté écologie, et cetera, mais tu es quand même allé vers la food. Du coup, est-ce que ça vient de ton coéquipier ou non, c'est plus toi? Alors, en fait, moi, j'avais ça en sous-jacent au fond de moi. Après, j'étais pas, c'était une idée que j'avais eue, j'avais ça en tête. Après, pourquoi on est dans la food? C'est un mélange de goût et d'opportunité. C'est que nous, avec Anthony, effectivement, on est des gros mangeurs, on adore ça. On adore la street food, et à l'époque, en fait, en étant étudiant, en fait, on allait chez McDo, on allait chez Quick, on allait là, quoi. Parce qu'il y avait que ça autour de notre école et donc on adorait ça et là, le jour où on a eu l'idée, la veille, on était chez Quick. Justement, hein, ça fait partie du truc. On était chez Quick, on avait mangé, double quick and toast parce qu'on avait le menu étudiant, et comme d'hab, on avait très envie d'y aller, avant d'y aller et quand on sortait, en fait, on voulait pas y retourner parce qu'on était, un peu écœurés, on avait ce côté culpabilisé, et cetera. On se dit: «Mais» et le lendemain, on réfléchissait à où est-ce qu'on allait manger, on n'avait pas de lieu où aller parce qu'on voulait pas y retourner. On s'est dit: «Mais putain, mais nous là, j'aimerais bien me faire un burger, mais un burger quali, quoi, un burger, bien fait». À l'époque, il faut se remettre à l'époque, hein, il n'y avait pas tout le mouvement de burger gourmet qu'on a connu et même auquel on a participé. Il n'y avait que ces enseignes-là. Et en fait, l'idée, elle est venue de là. Elle est venue d'un ventre qui voulait manger un bon burger, mais en fait, qui voulait arrêter de manger des conneries, quoi.
Et donc, bah, en fait, ça nous paraissait évident qu'il fallait, ouvrir une chaîne de burgers, quali et donc bio, parce que ce côté, arrêter de manger des conneries. À la fois C'est bon vrai et à la fois bon que pour la tête et bon pour le corps. c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à et puis ou même quand on n'a pas le temps, on a tendance à aller vers un peu ces enseignes fast-food, manger rapidement. Alors c'est pas forcément, très quali, c'est pas je vais dire c'est pas très cher. Bon, ça se discute, hein, aujourd'hui, Ça les commence, prix ouais. sont quand même Mmh. ouais, voilà. Mais, on sait aujourd'hui qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange, même si on a le droit de se faire plaisir et du coup, pour toi, c'est quoi bien manger? Alors, c'est quoi bien manger? Ça, c'est une vaste question. Hem, je vais faire une réponse un peu exhaustive. Déjà, moi, je pense que bien manger, c'est bien manger, pour soi, mais aussi pour les autres. Je vais commencer par les autres, et dans les autres, pour moi, il y a en fait, derrière ce qu'on mange, il y a des hommes, il y a des femmes et puis il y a la planète et je pense que manger, c'est comme n'importe quel acte de consommation, c'est un vote aussi. C'est même presque parfois plus puissant qu'un vote. C'est-à-dire qu'on va soutenir ou ne pas soutenir, des modes de production. Et donc en fait, déjà bien manger, c'est manger en s'inscrivant, en consommant le bout de la chaîne d'une filière qui est soutenable et qui fait du bien aux autres et donc qui fait du bien aux hommes et aux femmes qui travaillent derrière. Donc quand j'entends ça, c'est très actuel en plus comme sujet, avec une répartition de la valeur qui soit bien structurée et qui permette d'avoir une chaîne de valeur durable, donc qui peut s'inscrire dans la durée, qui soit soutenable pour tout le monde, pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc en général, on parle, plus la chaîne de valeur elle est courte, plus c'est sain. C'est pas forcément complètement juste à chaque fois, mais ça l'est souvent quand même. Là, après, je ne vais pas rentrer dans un sujet politique de souveraineté alimentaire, mais il y a ce sujet-là. Et puis après, évidemment, pour la planète, c'est-à-dire que la façon dont vous avez de ce que vous mangez et la typologie de ce que vous mangez fait plus ou moins de bien à la planète. Donc, sans rentrer trop dans les détails, il y a déjà ce sujet-là pour les autres, pour moi. Et c'est hyper, hyper actuel aujourd'hui de faire attention à ça. Et après, il y a pour soi, donc un peu plus égoïste. Et pour soi, pour moi, il y a deux choses aussi. Il y a le corps et il y a la tête. Donc, bien manger pour son corps, alors ça, c'est la premier degré la question. Pour moi, c'est assez évident aujourd'hui. On sait tous, enfin, je pense qu'on sait à peu près tous ce qu'il faut faire pour à peu près bien manger pour son corps. Manger équilibré, ne manger, suffisamment, mais pas trop, donc pas ingérer plus de calories que ce qu'on en dépense par jour et en manger quand même suffisamment, bon et manger équilibré et varié. Pourquoi? Pour avoir tous les apports nécessaires, fruits et légumes et cetera et éviter, certains aliments en excès, qu'on connaît aussi, le sucre, le gras plutôt acide gras saturé, et cetera, sans vouloir faire des cours de diététique. Mais ça, pour moi, c'est le basique et puis la tête. Et ça, la tête, bah, tu l'as dit un peu, mais je trouve qu'on l'oublie un peu. C'est comme, je crois que la dépression vient de rentrer comme maladie mentale. Enfin bref, on oublie un peu souvent tout ce qui se passe dans la tête. Et pour moi, bien manger, c'est aussi se faire plaisir, être bien. C'est un réconfort de manger des choses qui, là, pour le coup, sont pas forcément sur le coup les meilleures pour ton corps, mais qui sont bien pour la tête. Moi, j'ai un exemple aussi assez fort. Je fais beaucoup de trail et de grandes distances. Et sur les grandes distances, l'alimentation, elle est essentielle, elle est centrale, sinon on abandonne. Et en fait, moi je bois du Coca-Cola et je mange de la crème de marron sur mes trails. Et clairement, c'est pas du tout, des choses qui sont bonnes pour la santé. Sauf qu'en fait, j'arrive à les je les mange, je me fais plaisir avec et je les mange. Je peux manger pendant des heures, je peux manger pendant 25-30 heures de la crème de marron et du Coca-Cola. Et donc je préfère ça, faire mon trail et être bien, plutôt que de manger, de la purée de patates douces, qu'en fait, je vais plus arriver à bouffer et ça va me détruire mon mental parce que ça me fait pas du tout, kiffer et en fait, je vais abandonner, ma performance va baisser. Bah, c'est exactement la même chose dans la vie, en fait. C'est qu'il faut faire attention et cetera, on a un corps qu'il faut entretenir, mais en fait, faut se faire du bien et il y a toute la dimension sociale aussi, derrière. On est dans un pays de bons vivants, si vous coupez, vous buvez plus du tout d'alcool, plus du tout de bière, plus du tout de burger, plus du tout de machin, mais en fait, vous coupez socialement aussi. Donc je pense que c'est un équilibre, entre les 2. Voilà et nous évidemment on est au cœur du truc avec le burger, hein. Je rentrerai dans les détails, mais on est vraiment au milieu de tout ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, bah, nous, chez les Nuts, comme on dit, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Aujourd'hui, quand on achète que Voilà. ce soit un produit industriel ou n'importe quel autre produit, le plus brut possible, bah, à la base, il a forcément été cultivé, récolté, donc derrière, il y a des personnes et il faut bien comprendre que si on achète un produit extrêmement pas cher,
derrière, ça implique forcément des choses, donc soit beaucoup plus d'engrais, synthétiques, soit, enfin, il y a forcément quelque chose derrière, Ouais, quelqu'un ou quelque chose qui en pâtit et comme tu as dit, bah, c'est soit la planète, soit les gens, donc ouais. effectivement, il faut Et ce qui est, remettre ça au cœur, quoi. ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit que l'inflation, un des arbitrages, des Français, c'est de faire attention justement à l'alimentation quotidienne. Pas forcément à la restauration, hein, mais à l'alimentation quotidienne et au niveau prix, je veux dire et ça, c'est très triste parce qu'en fait, on devrait consacrer une partie beaucoup plus importante de notre revenu, en pourcentage, hein, dans l'alimentation. Ça a énormément baissé. Je crois qu'avant, c'était 30 il y a je sais plus combien d'années et maintenant je crois qu'on est autour de 15 et ça, c'était encore avant l'inflation. Et en fait, alors c'est facile de dire ça, hein, les gens qui ont pas beaucoup de sous, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur et la bio est beaucoup trop chère. Mais on devrait consacrer plus de part, de notre revenu à notre alimentation. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est ça, avant c'était 35 et aujourd'hui je crois qu'on est autour des 15. Ouais, effectivement, je Ouais, lisais bah, quelque voilà. chose, là-dessus il y Ouais. a pas longtemps. Alors tu dis Après que la voilà, bio est plus chère. Alors, j'ai envie de dire des fois je suis pas vraiment d'accord parce qu'effectivement quand on achète du conventionnel, le truc c'est qu'il y a des coûts cachés. Donc oui, un un produit conventionnel qu'on achète, on le paye moins cher que du bio, mais derrière, ben, vu qu'il est conventionnel, bah, il y a beaucoup de pesticides, donc on va peut-être être un bah, peu plus oui, fragile, on va tomber malade, on va devoir aller chez le médecin, donc on va payer le médecin et puis derrière, bah, effectivement, les agriculteurs qui ont utilisé des engrais de synthèse, bah, ils ont des subventions bah, et du oui. coup, bah, ça, c'est payé par Attends. nos impôts, enfin, Tu prêches un convaincu, donc si on va au bout du truc, donc effectivement, il y a des coûts cachés parce que l'alimentation, bah, en fait, c'est notre santé, c'est notre premier médicament. Donc, si on faisait tous une meilleure alimentation, plus de sport, bah, la sécu se porterait beaucoup mieux. Donc, on cotiserait moins de sécu. Bon, mais ça, c'est du macro. Et ensuite, derrière, effectivement, en fait, si on prend bout à bout, on paye dans nos impôts, ils vont à la PAC et la PAC, ça va surtout pour le conventionnel. Et enfin, le dernier coût caché, le plus monstrueux, enfin, ça revient à ce qu'on dit, hein, mais c'est le coût pour l'environnement, qui est pas facturé. Aujourd'hui, l'environnement, la planète, elle nous envoie pas la facture. Un jour, elle va nous l'envoyer, enfin, elle est en train de nous l'envoyer là. Et du coup, bah, si on prend en compte et si on monétise le service rendu par la nature, on commence à en parler de ça, en fait, le conventionnel, il explose le bio. Donc non, le bio n'est pas cher, le bio est moins cher, mais si on prend tout ça en compte, là, le problème, c'est qu'au supermarché, ben, en attendant, le prix affiché est plus cher. Sauf d'ailleurs, enfin, on va en parler, mais nous, chez Burger, on a essayé justement de faire en sorte de gommer ce biais et de faire des efforts, nous, pour justement que le prix affiché à la fin, bah, il soit aussi cher, voire moins cher que la concurrence. Et ça, c'est encore un autre sujet. eh ben, c'est parfait. Rentrons dans le sujet. Alors, quelle a été pour toi un peu, l'inspiration initiale pour créer du coup, bah, tu as Ouais. expliqué du coup du fast-food, mais alors pourquoi, vraiment le bio, et pourquoi avoir choisi des burgers et je sais pas, pourquoi pas des pizzas ou autre chose? Bah alors, ça c'est intéressant, pourquoi des burgers et pas des pizzas? Parce qu'on était fans de burgers et qu'on s'est dit que sur le burger, vraiment, il y avait nous, on est des enfants de McDo. On est la génération, McDo, quoi. Et on a grandi avec. Moi, j'y allais pas tous les 4 matins, mais voilà, j'étais biberonné quand même plus ou moins avec et vraiment on voulait nous on veut remplacer McDo. Nous, on est le McDo bio, quoi et donc c'est parti de là. Donc après l'explication exacte, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment, on constatait qu'il y avait un manque sur le marché, une envie du burger, un amour du produit de notre génération, notamment, mais un désamour de comment il était fait. Et donc il fallait le refaire, mais avec des bons produits, donc en écho à tout ce qu'on a dit précédemment, avec du bien manger, donc du bien manger pour les autres, pour sa tête, et cetera. Alors je vais pas commencer à dire que nos burgers, si on mange des bio burgers tous les jours, ça fait une alimentation équilibrée, c'est des conneries. Ça rentre dans un cadre d'une alimentation équilibrée, on est plutôt sur le côté plaisir, même si dans nos burgers, bah, voilà, par rapport à du conventionnel, vous avez 0 pesticides, 0 gènes et cetera. Ça reste des burgers avec, un peu de sucre, du gras et cetera. Bon et ça, c'est complètement assumé. On est une bouffe plaisir. Mais c'est pas parce que, quand on se fait plaisir, faut bouffer, non plus des ingrédients, où il y a de la merde dedans et surtout pour les autres. Quand vous allez chez Bioburger, vous avez du 100 bio, donc en termes de biodive, en termes de notamment, hein et autres, la protection des sols et autres, on est à des années-lumière. Je viens de visiter, un de nos fournisseurs à 2 ports, mais on a des pratiques, on se sous-vend quoi. Ce qu'on vend franchement, c'est d'une qualité extraordinaire et en plus de ça, on a toute une démarche, de commerce équitable nord-nord avec des chaînes courtes. Donc du coup qui fait qu'on protège beaucoup mieux les hommes et les femmes. Là, je me perds un peu.
La genèse de la question, c'est comment c'est arrivé. On a eu cette idée en deuxième année d'école de commerce, que d'autres ont eu, pas jusqu'au boutiste comme nous, mais d'autres ont eu en même temps que nous, c'est de faire un burger quali. D'où la vague du burger gourmet en France en 2012. Et donc nous, on a ouvert notre premier restaurant à la fin de nos études. Donc on a continué nos études, on a bossé sur le projet pendant nos études en parallèle. Donc on faisait des cours, il y avait des cours tout le temps, des cas pratiques. Nous, on le faisait sur notre propre cas pratique. La promo, elle en avait marre au bout d'un moment parce qu'on parlait tout le temps de bioburger. Et puis on a ouvert en septembre 2011, donc avant, en fait 6 mois avant l'arrivée des futurs gros du burger gourmet. Et on a ouvert notre petit restaurant Passage de Choiseul dans le 2e arrondissement de Paris. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire, donc c'était il y a presque 13 ans aujourd'hui. Il Voilà. y a un truc qui m'a un petit peu, tilté, tu as parlé de plaisir et effectivement, le plaisir, enfin de mon point de vue, c'est censé être quelque chose d'occasionnel et pas quelque chose de tous les jours. Donc on a le droit de se faire plaisir avec un burger, une pizza, mais alors quand on se fait plaisir, autant que ce soit de qualité pour avoir des bonnes saveurs, tout ça, plutôt que d'aller vers un je vais pas taper sur McDo, mais bon, McDo, il a tendance quand même à un peu tout, aplanir au niveau du goût, ça a tous les mêmes goûts, ça n'a pas enfin pour moi, c'est un peu un non-sens, quoi. Ouais, alors après, comment dire? Le goût final, après, c'est assez subjectif. Moi, pour le coup, effectivement, j'ai pas craché sur McDo parce que s'ils cartonnent autant, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui attire les gens et que c'est bon. Et moi, j'en ai mangé pendant que j'étais gamin, donc je pense que c'est parce que c'est quand même pas mal. Après, on a élevé nos standards et d'ailleurs, on fait bouger McDo parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils ont revu tous leurs classiques et là, ils ont sorti tous leurs Big Mac, leurs Royal Deluxe, etc. Ils les ont pimpés à la hausse, hein. Ils viennent de faire une com. Les prix ont... En fait, ils viennent vers nous, McDo. Ils essayent de faire plus de bio, ils améliorent leur filière, ils améliorent la qualité, ils ont moins de leur prix. Donc, ça veut dire qu'on est dans le vrai. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, non seulement on a un sourcing qui est, enfin, franchement, qui n'a rien à voir en termes de qualité, encore une fois, de ce qu'on a dit par rapport aux autres, et en plus, en termes de goût, on reste malgré tout sur des produits qui sont bien meilleurs que ce qu'on propose chez McDo. C'est bien plus kiffant. Enfin, nos frites, ça n'a rien à voir, etc. Sans enlever la pierre, enfin, sans dire que McDo c'est dégueulasse. On peut pas dire que McDo c'est dégueulasse parce que tout le monde y va. Il serait pas une entreprise qui fait, je crois, 100, c'est combien ils font 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, dans le monde. Enfin bref. Donc, donc, euh, donc voilà. Donc nous Alors en justement, 2002 en ouais, 2022, ils ont fait 23,18 milliards de dollars. ouais, mais ça c'est le groupe compagnie. Oui, le C'est groupe, pas ouais, le, ouais. Donc les franchisés tout compris, je crois que c'est 98 milliards. OK. Donc ça c'est ouais, c'est McDo Group, McDo Monde. Ouais. Mais Mais ouais, justement, donc nous, quand on s'est lancé en bio, on s'est dit: «On est bio, c'est cool, mais c'est pas parce qu'on est bio qu'on doit être moins bon ou plus cher». Ça marche pas, en fait. C'est bio, OK, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on va vendre des choses. C'est qu'on se doit d'être aussi compétitif que les autres sur la qualité et le prix, voire meilleur, et en plus, by the way, on est bio. On a mis longtemps à le comprendre, que c'était aussi important, mais c'est le cas. Donc on se doit de proposer quelque chose qui soit gustativement beaucoup plus sexy que les autres, et cetera, et à des prix, concurrentiels. Sinon, à terme, ça ne marche pas. Là, je reviens sur la notion de plaisir, et ça, c'est hyper important. C'est qu'on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts, au niveau du prix, au niveau de la qualité pour consommer plus responsable. Moi, je suis pas d'accord avec ça, peu importe les niveaux sociaux. En fait, les entreprises qui doivent trouver des solutions pour arriver à sortir des offres qui soient aussi compétitives que les autres, mais mieux faites, plus responsables. Parce qu'on n'a pas le choix, et que je pense que c'est aussi une stratégie, long-termiste, que ce soit ça passe par le juridique, par la contrainte ou par le marché. De toute façon, un jour ou l'autre, on sera obligé d'avoir des offres qui sont beaucoup plus pérennes, au niveau soutenable. Et donc, c'est à nous de trouver des solutions et d'être à la fois compétitifs et à la fois vertueux. Et donc, du coup, chez BioBurger, en fait, on consomme mieux, mais sans effort, sans rogner sur la qualité, sur le prix, et sur la qualité, pardon, bien au contraire, c'est bien meilleur, et sans rogner non plus sur le prix. On a un good deal, et by the way, c'est bio, c'est vertueux, etc. Mais c'est un plus. Ça, pour nous, c'est hyper important. Moi, je me fringue je m'habille les fringues dans des boîtes qui partagent exactement cette vision. Chez Loom, chez 1084, j'ai des fringues qui sont pas chères, qui durent, qui sont jolies, et en fait, qui sont hyper durables, qui sont faits en France et tout. Et ils ont tout compris. Je vais pas payer plus cher une fringue parce qu'elle est plus durable.
En fait, ça marche pas. Il y a 2 de la population qui fera ça. Bah, après si on se compare quand même, si tu te compares à McDo, tu es quand même un peu plus cher, non? Alors, Oh, si on prend le marché, du burger, si je compare à McDo, je suis plus cher. Si je compare à Big Fernand, je suis moins cher. Je suis 20 à 30 moins cher que Big Fernand et je suis, alors ça dépend McDo, on est un peu plus cher, mais on sera jamais au prix de McDo. Par contre, en termes de qualité dans l'assiette et de service rendu, c'est pas la même chose. On n'est pas positionné pareil. En revanche, par rapport à Big Fernand, ou d'autres, hein, Big Fernand ou d'autres, là, pour le coup, on peut se comparer. Et on a je vous reviendrai tout à l'heure peut-être sur comment on a fait, mais voilà. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est propre au marché du burger. Il y a des positionnements qui sont différents, des gammes, hein, et forcément, on ne fait pas le même niveau de gamme que McDo. Moi, je suis pas un surgelé, par exemple. C'est du 100 frais chez le burger. Chez McDo, tout est congelé. Enfin, le steak est congelé, les frites sont congelées, et cetera. Demain, je passe en congé, je baisse mes prix, hein, sans problème, sans ah aucun oui, non, mais problème. au niveau tarif, tu pourras jamais faire du McDo. C'est comme un industriel et un artisan, ils pourront jamais Voilà, rivaliser. Ça voilà. ça, c'est clair et net. Je reviens un petit peu sur les débuts. Est-ce que, du coup, vu que tu étais quand même un peu sportif, est-ce que vous avez quand même réfléchi un peu aux macronutriments ou c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout fait attention et c'est d'abord le plaisir et le goût? Ouais. Pour l'instant, on est vraiment, plaisir et c'est assumé. Par contre, on a quand même une résonance dans le monde sportif parce que moi, quand je fais un ultra trail, ce qui me fait enfin, pas ce qui me fait avancer, moi, ce dont je rêve, c'est mon burger, bière à l'arrivée, quoi. C'est le côté sportif dans sa récompense du moi, je crois énormément à l'effort réconfort, quoi et qu'on se craque, on passe des heures en montagne et cetera, puis après on se fait plaisir. Il y a vraiment pour moi un équilibre comme ça. Mais non, clairement, c'est pas notre rôle, en fait, aujourd'hui. Alors, on va s'améliorer peut-être au fur et à mesure parce que ça coûte rien. Si c'est aussi sexy, il faut tant que ça reste aussi sexy, il faut y aller au maximum dans quelque chose qui soit sain. Ça, je suis complètement d'accord. Par exemple, moi, j'aimerais bien qu'on passe au pain semi-complet un jour. Pain semi-complet, c'est quand même 100 fois meilleur pour la santé que le pain blanc, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais on le sait. Et donc ça, il faudra qu'on le fasse. Mais je vais pas sacrifier et faire des burgers qui soient plus fades ou moins sympas parce qu'on veut faire des choses qui soient c'est pas notre rôle, en fait. Notre rôle, c'est de kiffer, mais de kiffer de manière responsable, encore une fois, pour soi et pour les autres. Voilà. Et du coup, quand tu as on va revenir un petit peu du coup, à l'ouverture, du premier restaurant, donc tu as fini tes études, donc en même temps vous avez testé d'ailleurs comment vous avez un peu testé, le marché ou comment en fait vous Ah, vous êtes rendu compte que ça marchait? Parce que, aujourd'hui on se dit: «OK, on est dans la bonne mouvance, ça va marcher» ou voilà, mais il y a, tu as dit quoi? 13 ans? Ça fait 13 ans? Comment ouais. 13 ans vous vous dites: «Ah oui, c'est sûr ça marche»? Bah, on avait fait comment on appelle ça? Des petits tests sur nos amis avec les burgers qu'on sortait, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'on allait sortir à la fin, donc ça, c'était compliqué. Hem, Bah, c'est du pif. Je crois qu'on a fait quelques petites études de marché, et les gens autour de nous disaient que c'était une bonne idée. Les gens autour de nous disaient que c'était une bonne idée, mais ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, les gens qui sont venus chez nous et c'est toujours le cas aujourd'hui et ça rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas venus parce que c'était bio, enfin, pas la majorité en tout cas. Ils sont venus parce que c'était bon et c'était pas cher. Et en plus, c'était bio. Et donc, faut aussi se remettre dans le contexte, hein. C'était tout nouveau d'avoir des burger joints comme ça, quali, enfin, c'était tout nouveau, quoi. Les gens, ils comprenaient pas d'avoir un burger un peu maison comme ça, ça sortait nulle part. Donc, c'est ça qui nous a fait décoller. On a fait un menu dès le début, hein, on avait cette conviction de prix, on a fait un menu burger frites boisson à 10 euros il y a 13 ans. Donc, il y a 13 ans, les prix n'étaient pas les mêmes quand même, mais Big Pharma, ils sont arrivés à 15 balles, direct, avec un produit bien plus abouti que le nôtre, hein, au début. Mais nous, on était à 10 euros. Donc en fait, le deal, il était très bon dès le départ, hein. Pour le midi en semaine, on était dans un quartier de bureau. Dès le premier midi, on a fait 80 clients. Euh, le deal était bon. Et je pense que c'est ça qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui. On en reparlera, mais notre force, au-delà du bio, c'est la qualité et la constance produit à des prix de marché, voire en dessous. Euh, et c'est enfin, le pilier auquel on croit depuis le début, nous, c'est vraiment ce rapport qualité-prix là. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on a marché dès le début. Ouais. Par contre, ah oui, si, j'ai un petit truc, une petite anecdote, c'est que quand on a ouvert, on avait un peu peur du côté 100% burger. On s'est dit, on fait qu'un produit et tout. Donc, on avait fait des salades, des pâtes et des quiches à côté. Ah oui. Et ça a duré un mois et demi. Et on l'a arrêté. Un, c'était dégueulasse. Deux, on n'en vendait pas en fait. On n'en vendait pas.
On n'en vendait pas. Donc les gens s'appelaient Blue Burger, ils mangeaient des burgers. Mais donc ça, c'était parce qu'on était flippettes. Et du coup, on avait fait ça. Voilà. Quels ont été les défis quand vous êtes démarré pour arriver à vous fournir en bio? Bah, c'est ça, le défi, c'était de se fournir en bio. Franchement, c'était la plus grosse embûche, en dehors des embûches que tout entrepreneur ou tout restaurateur qui se lance, a. Trouver un local, les travaux, le financement, et cetera, les RH, enfin, ça, c'est assez classique, on est tous confrontés à ça. Nous, on s'est rajouté, 2 grosses épines, c'est, le sourcing et la marge aussi, parce que vu qu'on était pas cher, bah, il fallait assumer cette espèce de promesse de bisounours, quoi. Et à l'époque, le marché, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. Enfin, il y avait nous, on était personne et il y avait personne. Enfin, il y avait très peu de monde. Il y a des producteurs, mais alors les transformateurs, il y a que dalle. Donc si tu veux trouver, du fromage bio qui va bien trancher pour ton burger, bah, tu rien. Si tu veux trouver des pain buns pour tes burgers, tu rien. Et nous, on est 100 bio, donc on devait aller chercher le ketchup, je me rappelle avoir fait des sauces barbecue, pour trouver l'arôme fumé n'existait pas à l'époque bio. Donc moi, on faisait macérer de la sauce tomate dans du thé Lapsang Souchong, c'est du thé, fumé que buvait Churchill là, qui donnait ce goût fumé à la sauce, ketchup et après on l'a filtré dans une passoire pour arriver à avoir une sauce barbecue, enfin un semblant de sauce barbecue, on rajoutait du miel dedans, enfin bref. Donc on a dû comme ça galérer, produit par produit, pour être du 100 bio dès le début, mais on y arrivait. On y est arrivé, donc ça c'est quoi? C'est des rencontres, c'est du sourcing internet, on est passé par des distributeurs à l'époque, Nature 10, un distributeur qui avait 30 ans, qui nous a aidés, là-dessus, mais on n'était pas en direct, donc on devait passer par les distributeurs, enfin voilà et on recevait aussi, les modalités de livraison étaient infernales, hein, parce qu'on avait un petit distributeur, mais on n'a pas eu à droit aux Transgourmet et tous ces trucs-là et Pomona, ils font pas de bio. Du coup, bah, eux, ils arrivent et ils ont pas de minimum de livraison, enfin, ils ont des petits minimums de livraison sur chaque denrée. Bah, nous, on a les pommes de terre, on devait se faire livrer par 300 kilos. Donc on avait 300 kilos de pommes de terre qui arrivaient dans notre local qui faisait, 15 mètres carrés au sol, quoi, parce qu'on avait plusieurs étages et on devait, mettre ça comme on pouvait et ça, c'était pour tous les produits. Donc c'était l'enfer au quotidien. On avait, 15 livraisons par semaine, donc à la fois le sourcing, ensuite, la façon de le gérer, sur site et ensuite le prix. Donc au début, le prix, ça marchait bien, mais on s'est vite rendu compte que notre marge, je crois qu'on faisait 55 de marge au début. Alors que les standards en restauration rapide, là, enfin McDo fait 80, Burger King, Quick font 75, voilà. Et et donc ça a marché parce qu'on était tous les 2 avec Anthony au début et qu'on bossait, tout le temps et qu'on se payait très peu. Mais quand on a ouvert notre deuxième resto, ça a été le deuxième gros truc, c'est qu'on a dû embaucher et cetera et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de clients, mais pas de rentabilité. On perdait de l'argent et donc là, il nous a fallu tout structurer, heu, revoir à nouveau tous nos process et revoir tout notre sourcing et revoir tous nos process pour arriver à trouver un business model qui soit viable malgré ce rapport qualité-prix et c'est là où est intervenu donc parmi beaucoup de choses, la création de notre centrale d'achat. On a créé notre centrale d'achat en 2016, notre propre centrale d'achat, avec 2 pauvres restos, mais ce qui nous a permis en fait de travailler en direct avec quasiment tous nos fournisseurs. Il y avait déjà un avec qui on travaillait en direct, mais là on a pu travailler en direct avec tous nos fournisseurs qu'on arrive à convaincre un par un de bosser avec nous, hein, parce qu'en général, soit ils passent par des intermédiaires ou ils bossent pas directement avec des restaurateurs. Mais ils croyaient en notre projet, on est arrivé. Et on a pu faire aussi des produits à façon externalisée parce que des anecdotes, j'en ai plein. On faisait nos sauces sur place. Donc, comme je vous l'ai dit, là, l'espèce de sauce barbecue, mais ça, c'était pareil avec toutes les sauces. Donc, on faisait toutes nos sauces sur place. On faisait le confit d'oignon sur place. Et ça, c'était juste impossible. Si on voulait se structurer, on ne peut pas s'amuser à faire toutes les préparations sur place. On les faisait moins bien, elles étaient irrégulières. Donc, il a fallu les faire faire à des petites boîtes en bio qu'on a trouvées, qui ont grandi avec nous, en fait. À qui on a apporté, le savoir-faire, on a travaillé, avec eux et en fait, ils nous fournissaient des produits qui étaient nickel. Les sauces, elles étaient nickel, bio, faites comme on veut avec notre propre recette. Le pain, c'est pareil. Le bacon, il arrive, tranché, nickel et cetera et cetera et via notre centrale d'achat. Donc la centrale d'achat, elle récupère tous nos marchandises. C'est une structure qui nous appartient et qui est déléguée la logistique est déléguée à un partenaire et en fait, maintenant, il y a un camion qui arrive avec toutes les denrées dans le même camion en une seule livraison, dans le restaurant. Et ça a été un des leviers qui nous permet d'être beaucoup plus efficace, d'être moins cher, parce qu'en fait, on coupe les intermédiaires. Prends l'exemple du bacon parce qu'on était, sur site la semaine dernière.
vous avez, les éleveurs et qui sont regroupés en coopérative, mais une coopérative d'éleveurs, une vraie coopérative, qui est qui est dirigée par les éleveurs, ils sont pas nombreux. Le coopérative, elle a un outil de salaison et de transfo et donc avec eux, on bosse. On a bossé sur du pulled pork, par exemple, et puis on a bossé sur de la poitrine, fumée tranchée, qui nous va bien et donc cette coopérative, elle transforme le cochon. Alors elle le fait abattre par un abattoir, externe et ensuite elle nous livre directement notre centrale. Vous avez l'éleveur, la coopérative qui est vraiment détenue par les éleveurs et nous et le client. Vous pouvez pas faire plus court, c'est impossible. Et donc l'éleveur, il est rémunéré à sa juste valeur puisque la coopérative, elle prend pas de marge puisque c'est une coopérative d'éleveurs. Elle prend juste une marge pour payer ses salariés pour faire tourner la coopérative. Il y a pas de c'est une association, quoi. Donc enfin, c'est pas une association, c'est une SAS, mais elle fait pas de profit. Et donc et ça, c'est pareil pour tous nos produits. Il y a pas de Pomona, il y a pas de Transgourmet, il y a pas de Carrefour, il y a pas de gens qui prennent de la valeur, trop de valeur inutile au milieu. Et vous Et ça, avez c'est un de jamais eu ces trucs. de problématique de stock, au démarrage? Alors dans si, comme je te disais au début, les pommes de terre, on devait les prendre par 300 kilos avant qu'on ait notre centrale. Par contre, la centrale d'achat, non, on est arrivé, alors on est en 100 frais, ça faut le dire aussi, il y a pas de surgelé. Donc il a fallu avoir des produits tout en restant en frais qui puissent avoir une DLC qui soit suffisante pour justement qu'on puisse passer par la centrale et cetera, mais ça, on y arrive. Le plus tendu, c'est sur le bacon et le steak, mais on se fait livrer entre 2 et 3 fois, enfin les restaurants se font livrer entre 2 et 3 fois par semaine. Donc on est en flux tendu. La centrale, il n'y a jamais trop de stock de steak ou de bacon. On a eu quelques moments chauds, à des moments avec le Covid où il y a eu quand il y a des moments un peu macro avec des accélérations ou des ralentissements d'activité brutaux, d'un coup sur tous les restos, là, ça peut nous mettre un peu en déstabilisation. Mais maintenant qu'on a du volume, en fait, ça se passe plutôt très bien. C'est assez rare qu'on soit en rupture et encore moins sur des denrées, des grosses denrées. Enfin, le steak, ça n'arrive jamais, le pain, ça n'arrive jamais. Mmh. Euh, Vous avez démarré donc avec, voilà, combien de recettes? au début, on en avait 6, je pense, 6, 8, Et à peu aujourd'hui, près. vous en avez combien? 10, justement, c'est un vrai sujet, la largeur de la gamme. Aujourd'hui, on gagne en profondeur sur plutôt les sides, les petits plus, qui sont essentiels. Mais en burger, on essaie de restreindre une carte, pas trop longue. On est toujours tenté à allonger la carte pour faire plus de volume, voilà. Et en même temps, faut pas que ça complexifie, faut qu'on garde notre, efficacité en cuisine qui est une autre grande un autre grand chapitre qui fait qu'on arrive à être pas cher et un des secrets, c'est d'être, simple et donc pour être simple, il faut avoir une carte courte. Donc il faut qu'on garde cette carte courte. Ce qu'on essaye de faire plus maintenant, c'est de la faire bouger plus souvent. Qu'elle soit courte, mais qu'elle bouge, qu'elle soit dynamique. Donc voilà, 10 c'est bien. Sachant que sur les 10 on en a 3 végé, un porc, un poulet. Donc en fait, on a que 50 de notre offre qui est à base de bœuf. D'accord. Hem, voilà, donc ça, on va essayer de rester, restreint là-dessus, tout en innovant évidemment, comme on l'a déjà fait. Et aujourd'hui, BioBurger, c'est combien d'enseignes? Aujourd'hui, on a 21 restaurants ouverts, 9 en propre, 12 en franchise et là, on en a 2 qui arrivent, fin février, un en mars et un en avril. Ouais, voilà, c'est ça, donc ça, c'est les certains. Donc on en a 25 virtuellement et on prévoit d'en ouvrir 5 autres en plus cette année à peu près. Enfin, on va arriver à une trentaine normalement à la fin de l'année, quoi. Si tout va bien, si tout va bien. Au-delà du bio, vous avez vraiment, bah, tu l'as dit, au début, BioBurger a envie, pas forcément de détrôner McDo, mais vraiment de se faire connaître pour de meilleurs burgers au bon prix. Heu, pourquoi vraiment, j'aimerais savoir pourquoi c'est important pour toi d'amener un prix, pas forcément identique à McDo, mais entre guillemets «le plus bas possible» Mmh. pour les personnes avec de la qualité, comme vous faites? Alors déjà, mon prix, il est pas bas, il est juste. En fait, ce qui fait notre force, c'est notre honnêteté. Moi, je pensais que ce serait, un défaut et qu'on allait se faire, découper en rondelles parce qu'on était trop honnête dans le monde du business. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'au bout de 13 ans, la sincérité de la démarche, la vraie sincérité, hein, en fait, elle rapporte sur le temps long et donc on continue là-dedans et pour moi, c'est un prix juste parce que c'est un prix où, comme j'ai expliqué, qui découle d'une chaîne de valeur maîtrisée où chacun
reçoit, le prix de son travail, de manière équitable. Et aujourd'hui, oui, on a notre marge qu'on a réussi à mieux travailler, qui est aujourd'hui de 69-70 à l'heure où je parle. C'est pas dégueulasse, c'est pas la plus haute du marché. Encore une fois, McDo est à 80, peut-être un peu moins après l'inflation là. Quick, Burger King 75, bon, on est en dessous. Mais nous, on compense avec un volume par rapport à notre taille de restaurant, qui est très bien. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi c'est oui, je reviens à ta question, c'est pourquoi c'est important d'avoir un prix juste? Bah, en fait, c'est un mélange, c'est une adéquation entre 2 choses, c'est des convictions. La conviction, c'est, démontrer qu'on peut s'engager dans la transition écologique grâce à ce biais-là. C'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que les entreprises prennent leurs responsabilités, arrivent à sortir des offres, qui sont challengeantes, qui sont dans le marché, mais qui sont vertueuses et prouver que c'est possible. Et donc développer la bio, participer au développement de la bio. Moi, je suis hyper content de faire manger, d'avoir vendu 1 500 000 burgers bio l'année dernière. Alors je pense que sur ces 1 500 000 burgers, si on n'existait pas, bah, en fait, tous ces gens-là, il y aura peut-être, 10 qui auraient mangé, bio, mais les autres 80, ils auraient mangé conventionnel. Donc en fait, je participe à l'essor de la bio. On participe à l'essor de la bio et moi, j'y crois à cette méthode de production. Donc en fait, c'est vraiment une conviction, en premier lieu. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est une stratégie. C'est que moi, je crois énormément au temps long. Heu, J'aime construire sur le temps long, c'est vraiment une des valeurs de la boîte. Et on estime que, sur le long terme, avoir une bonne offre, tu as un rapport qualité-prix qui déboîte avec une offre sincère et honnête, mais en fait, sur le long terme, c'est ça qui paye. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de 13 ans, là, en ce moment, le marché du burger, le marché de la restauration, c'est compliqué. Bah, en fait, nous, on survole. Nos volumes, ils sont bons, on est bien meilleur que le marché, parce qu'en fait, une fois qu'on a rigoliné le marketing et la mode, et cetera, bah, on se retrouve face à nous-mêmes, c'est-à-dire face à un produit et un prix. Et là-dessus, nous, on est les meilleurs du marché, clairement. Donc du coup, ça paye. Et donc être honnête, être juste dans son offre, ne pas trop prendre de marge, être équilibré, et cetera, bah, en fait, ça permet à la fin d'avoir quelque chose qui tient la route et ça permet d'être performant. Et j'en rajouterai un tout petit truc, enfin, qui est en fait énorme, c'est quand vous êtes honnête dans votre démarche, sur toute votre chaîne de valeur, bah, en fait, vous êtes beaucoup plus fort parce qu'en fait, on a des relations avec nos fournisseurs qui sont très fortes. On a des relations avec nos équipes en interne qui sont très forts parce qu'ils savent pourquoi ils se battent, ils savent, ils ont tous, cette vision-là. Donc tous les jours, quand ils se lèvent pour aller bosser, ils savent pourquoi. En fait, vous avez des gens qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus efficaces. Et donc, à la fin, vous avez quoi? Vous avez un produit mieux préparé, plus constant, un accueil meilleur, et cetera. C'est un ensemble, en fait. Et tout ça, ça vient d'une honnêteté de démarche, mais d'une vraie honnêteté, d'une sincérité, d'un sens, qu'on met derrière. Et pour moi, ça va avec le business, c'est-à-dire que c'est un avantage concurrentiel. Il ne faut pas opposer le sens, les idéaux au business. C'est pas vrai, ça va avec, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, le tarif, d'un menu ou d'un burger et qui va quoi? Quels sont un peu les coûts, ce que vous gardez, ce qui va à l'agriculteur, et cetera? Ouais, alors, ouais, carrément. Alors nous, on a un burger qu'on est en train de refaire d'ailleurs, qu'on a mis sur les réseaux sociaux, justement, Ouais, parce que plateforme vous avez gratuite ça sur burger. le site Voilà, internet? qui reprend ça. Et là, on l'actualise parce que ça bouge toujours un tout petit peu, donc on va l'actualiser. Bah oui, parce qu'on a rien à cacher. Donc le coût du burger moyen, alors ça a évolué pas mal dans les derniers temps, mais grosso modo, nos prix, c'est entre 12, et 14,50 €, quelque chose comme ça. Donc, le burger fruits de boisson. Donc du coup, on va dire qu'on est à 13,50 €, et donc sur les 13,50 €, donc comme je vous ai dit, donc il y a 29, ça c'est du TTC, mais bon, 29 qui vont, enfin non, ouais, entre 29 et 31 qui vont, pour le producteur. C'est les coûts des matières premières. Ensuite, on va avoir, le staff, restaurant, qui va tourner autour de, tout compris, 25, un peu moins. Voilà, ça va dépendre du restaurant et de la taille, pour le staff resto. Et alors attends que je dise pas de bêtises. Après bon, il y a toutes les charges externes et dedans, vous avez notamment les frais les plateformes de livraison qui vont tourner autour de entre 7,5 de pour les livraisons. Et après, vous avez le loyer. Le loyer, bah, c'est variable, mais notre taux d'effort, il est à 6,5, je crois, à peu près, 6,5 pour le loyer. Voilà. Et tout le reste,
C'est les charges externes. Vous avez l'énergie et l'énergie, c'est passé de 1,5 à 3. Et après il y a plein de petites charges, à droite à gauche. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de petites. Les abonnements, divers et variés aux logiciels de gestion, les cartes bleues, les commissions, les machins. Voilà, et le remboursement des travaux, enfin les dotations d'amortissement, qui sont près de 8. Ouais, j'ai fait le tour, je crois, à peu près. Je suis assez transparent, Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal. Bah, en tout cas, hein. chers auditeurs, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur, bioburger.fr, slash aventure. Vous avez, tout ce que Louis vient d'expliquer. Un burger un peu, en étage comme ça et puis, Ouais, tous les coûts un peu sont bah, ça doit être une moyenne, hein, mais ça vous donne un peu, voilà, c'est des moyennes, c'est pour expliquer en fait, ce qu'on paye, tout simplement. Ça devrait être partout pareil, hein, comprendre ce qu'on paye. Heu et après nous, on gagne de l'argent, enfin on gagne de l'argent. L'entreprise vient de passer le seuil de rentabilité dans son c'est manière ce que j'allais globale dire. en Aujourd'hui, vous êtes 2023. rentable. Alors ce qui intéresse, on est en 2023, on est à l'équilibre depuis la première année, depuis la première fois. Construit sur le temps long, donc vu qu'on a construit une tête de réseau, pour développer l'enseigne, pour gérer les achats, pour gérer le marketing, pour gérer le développement des restaurants. Enfin voilà, on est 20 personnes, et en fait, notre stratégie, c'était de un peu booster cette tête de réseau pendant quelques années, de manière de pouvoir assumer un développement correct en gardant la qualité, et cetera, en se finançant de manière externe avec des levées de fonds, pour arriver à un équilibre, qu'on a atteint justement. Et maintenant, on va commencer, à être autosuffisant, à être rentable. Les restaurants sont quand même toujours, financés par du externe, et on espère qu'en 2025, on pourra même s'autofinancer, donc être complètement indépendant et autonome dans notre développement. Et donc, d'utiliser l'argent qu'on gagne, pour réinvestir, dans l'enseigne. Heu, voilà, ça c'est vraiment pour nous l'argent est un moyen, hein, c'est pas une fin en soi, donc l'idée c'est de générer du cash pour se développer, quoi. Je reviens un petit peu sur les ingrédients bio. Est-ce qu'il y a des spécificités, je ne sais pas par rapport au stockage ou ce genre de choses ou, comment se les fournir? Et également par rapport à la saisonnalité, est-ce que vous avez eu des difficultés là-dessus? Alors en ingrédients bio pour le stockage, c'est compliqué quand vous faites du bio et du pas bio. Quand vous avez du conventionnel aussi, il faut que dans le même établissement, il faut que vous fassiez de la séparation, soit dans le temps, soit dans l'espace, dans votre restaurant. Donc ça, c'est compliqué, mais nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on est 100% bio. Il faut séparer pour pas que le conventionnel contamine le bio, hein, dans une usine, par exemple. Donc nous, dans le stockage, non, à part que, vu qu'il n'y a pas de conservateur et autres, on va avoir des DLC en fonction des produits qui ne sont pas forcément les mêmes, ce genre de choses. En plus, on a un frais, voilà. Donc ça nécessite une organisation au cordeau, pour pouvoir faire tourner les produits. Il se trouve que nous, on a extrêmement peu de pertes parce que ça fonctionne très bien. Les seules pertes qu'on a, ça va être les erreurs burger qu'on n'arrive pas, les erreurs de recettes de préparation qu'on n'arrive pas à passer, ou autre, et quelques frites le soir, parce qu'on va faire la double cuisson, hein, comme tout le monde. Une pré-cuisson, où on vient cuire la frite au cœur, puis après on fait une cuisson plus chaude au moment de servir. Donc toutes les frites qui ont été pré-cuites en prévision, si jamais il y en a eu trop qui ont été faites, en fait, elles vont passer en perte, le soir. D'ailleurs, on va commencer peut-être à bosser avec Too Good To Go là-dessus, mais c'est la seule perte qu'on a, et donc on a une perte qui est très, 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 très faible. Heu, voilà, et donc la deuxième question, pardon, c'était? Par rapport à la saisonnalité? Ouais, la saisonnalité. Alors la saisonnalité aujourd'hui, on l'applique, donc en fait, il y a 2 grands, principes. C'est la tomate, évidemment qu'on ne sert pas, en hiver. Et donc, en fait, nos recettes sont sans tomates, hein, c'est pas très compliqué. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a peur, tout le monde continue à mettre des tomates dans, mais en fait, les Ouais, ce gens que ils s'en j'allais dire, foutent. vous avez pas des remarques là-dessus? Et les gens s'en foutent, ils s'en foutent, mais même ils sont contents. C'est ça qui est dingue. Moi, quand je vois des tomates en hiver, mais je comprends pas en fait, parce que ça n'a aucun intérêt, mais même commercial. Les gens s'en foutent. Alors je sais pas, ils doivent vendre dans les supermarchés, mais en fait, nous on a enlevé, ouais, très bien, et même si, alors vu qu'on est bio et tout, les gens ils étaient contents. Ils disaient: «Ah bah, il y a pas de tomates en hiver, mais ouais, c'est chouette». Donc voilà, et la deuxième chose, c'est l'avocat. L'avocat, du coup, c'est l'inverse. L'avocat, c'est un fruit, d'hiver, parce que l'été, en fait, si on en fait, il vient du Pérou, et il vient du Pérou, de loin, avec en plus, très, très peu de visibilité sur les conditions et cetera de travail. Donc nous, on a arrêté ça, et donc on le fait que, l'hiver. Il vient d'Espagne,
hiver. On en fait quand même un, on le fait sur une période du coup courte, vraiment que quand on attend en fait la période. C'est-à-dire qu'il y a une période en fonction des années, l'avocat commence à être, là et là hop, il y a l'avocat bacon qui fait son apparition. Là, c'était il y a pas longtemps, il y a quelques semaines et puis dès que les avocats ils seront plus bons et qu'il sera plus la saison, on arrêtera. Parce qu'avant on avait une saison, une carte hiver, une carte été, alors il y avait une date précise et tout était au diapason à cette date-là et en fait, du coup, c'était un peu trop tôt ou un peu trop tard en fonction pour la tomate, pour l'avocat et tout, c'était un peu chiant. Là, maintenant, vu qu'on a plus de moyens d'organisation, ben, en fait, on a fait apparaître le burger à l'avocat au moment de l'avocat et après on l'enlève quand il n'y a plus d'avocat. Voilà, c'est pas compliqué. Hem, voilà, donc ça, c'est les 2 grands principes qu'on a, enfin, les 2 produits frais, en fait, qui ne sont pas là toute l'année. Mais ça, c'est pareil, c'est ça, j'ai ouais, ça, j'arrive pas à comprendre, moi, les étals de légumes, ou de fruits qui sont pas de saison. Je ne comprends pas. Je suis peut-être un peu là, pour le coup, je suis peut-être un peu fermé d'esprit, mais en fait, moi, mes clients, en tout cas, il y a pas de sujet. Moi, avec les franchisés, il n'y a pas de sujet. C'est aucun franchisé, même à la limite, ils étaient challengeants pour ça, les franchisés. Ils me disaient: «Mais arrêtons, l'avocat et tout», parce que personne, ce n'est pas un sujet chez nous. Mais c'est presque comme le Coca. On fait pas de Coca-Cola, mais ce n'est pas un sujet. On n'a jamais eu de Coca-Cola. Tout le monde me demande: «Vous avez pas de Coca?» bah non, on n'a pas de Coca-Cola. Mais en fait, les gens, ils sont hyper contents, les clients, d'avoir la citronnade, la limonade, la gingembrade, ça les fait kiffer et je ne crois pas du tout qu'on perde de clients parce qu'on n'a pas de Coca-Cola. Heu, il y a des comme ça des barrières dans l'esprit qu'on a, qui nous empêchent d'aller plus loin dans les choses, quoi. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Bah, au final, si les gens viennent pour, manger et boire la même chose qu'au McDo, bah, autant aller au McDo vu que c'est moins cher. Bah, ouais, en fait, c'est ça, exactement. Tu tout dit, tu as Non tout compris. mais Non, mais c'est ça. j'aimerais qu'on parle un petit peu de les origines des ingrédients parce que là, effectivement, tu dis que tu utilises pas de tomates, tu pourrais, je sais pas, te fournir en tomates, je sais pas, peut-être, d'Algérie, qui sont bio et qui je sais pas vraiment. Oui, Est-ce que vous faites attention aux origines? ouais, tu veux dire, géographiquement? Ouais, 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 ouais. Alors, on a 80 à peu près, un peu plus, de notre fournisseur, de nos produits qui viennent de France. Et ce qui vient pas de France, ça vient de très proche et je vais expliquer pourquoi. On a le cheddar qui vient de cheddar dans le Somerset, donc au Royaume-Uni. Donc là, c'est un peu plus compliqué avec le Brexit, mais on y arrive quand même. Donc on voulait jusqu'à présent avoir du cheddar quoi, du cheddar, du vrai cheddar en fait, hein, donc voilà, donc tant qu'on gardera le cheddar, ce sera là. Peut-être que demain, on pourrait le remplacer par un fromage français, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est bon, puis c'est pas non plus très loin. Et ensuite, on a, le poulet pané. Alors ça, c'est un sujet. La boîte est très bien, mais elle est italienne. Bon, c'est pas très, très loin non plus, hein. Elle est italienne parce qu'on n'est pas arrivé à trouver pour l'instant un fournisseur français de poulet pané qui correspondait à toutes nos cahiers des charges. Donc c'est une super boîte, mais elle est italienne. Et donc là, on bosse dessus parce qu'on aimerait bien quand même que ça revienne en France, même si c'est pas très, très loin. Voilà, après on a évidemment le café, qui ne vient pas de France forcément, le thé ou ce genre de choses, voilà. Mais ça représente, ouais, tout compris, ça représente un peu moins de 20 aujourd'hui et tu vois, et sur la grande majorité, c'est pays limitrophes, quoi. Heu, donc heu, donc voilà, donc on essaie au maximum français, ouais. super. Comment est-ce que vous gérez les stocks pour garantir, la fraîcheur des ingrédients? Donc tu as dit que vous livrez vous livrez 2-3 fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour, limiter, par exemple, le gaspillage alimentaire? Alors, bah, en fait, c'est une gestion de la centrale, bien optimisée. Ce qui est bien, c'est qu'avec le volume, grandissant des nombres de restos, c'est de plus en plus facile, on va dire. Donc la centrale, elle se fait, réapprovisionner, puis après on distribue dans les restaurants. Les pertes au niveau de la centrale, elles existent, mais elles sont très, très faibles. L'année dernière, on a eu un pic à un moment donné sur les jours fériés, là, il y a eu un bug et ça nous a fait perdre, beaucoup d'un coup, mais une seule fois dans l'année. Donc étalé sur le reste de l'année, c'est extrêmement faible. En fait, c'est juste une gestion. En fait, c'est de la gestion, ça c'est bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais dans notre chaîne de valeur, ce qui fait qu'on est bon et qu'on gagne de l'argent, en faisant, des marges faibles et pardon, je dis n'importe quoi, qu'on arrive à avoir un business model stable, tout en ayant un prix bas, c'est en fait, aussi, par rapport à notre taille, une organisation au cordeau.
donc dans la centrale et dans les restaurants aussi, que ce soit la préparation de produits dans le service ou dans la gestion de la centrale. Donc c'est basé sur des logiciels et sur du travail qui fait que tout est, lean quoi, tout est bien optimisé et ce qui fait qu'à la fin, bah, pas de pertes, et peu de coûts aussi. Peu de coûts, je prends n'importe quoi, avoir une livraison avec un camion pour le restaurant, c'est beaucoup moins cher qu'avoir 15 livraisons différentes. Vous avez une personne qui va attendre la livraison, tout va arriver d'un coup, on va tout ranger d'un coup, ça prend moins de temps. Tous les paquets, tout est optimisé en termes d'emballage, quasiment, on a encore quelques améliorations, mais pour que tout soit bien rangé facilement dans les frigos, et cetera. Donc c'est comme ça qu'on limite la perte et qu'on augmente l'efficacité, en fait. On est juste efficace. C'est du process, c'est de la rationalisation. Tu as un chiffre de pourcentage de perte, à communiquer ou pas du tout? Ouais, si on dépasse le pourcent, c'est en resto, c'est pas bon. OK. Donc ça tombe à 0,5, quelque chose comme ça. Mais comment vous avez fait ou comment vous faites actuellement pour, arriver à prévoir le nombre de ventes ou ce genre de choses? Alors, là-dessus, je pense qu'on peut s'améliorer, mais l'idée, c'est que bon, chaque directeur de restaurant ou chaque franchisé est responsable de son restaurant. Il a son historique quand le restaurant a plus d'un an. Donc, on regarde beaucoup l'historique, le N-1, qu'on amende en fonction, bah, cette année, les vacances, elles tombent comme ci, comme ça, voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de prévoir. Heu Plus de ventes en et vacances ou moins de ventes, en vacances? ça dépend des restaurants, ça dépend des restaurants. Vous prenez un restaurant, comme, Strasbourg Batelier, donc lui, il va cartonner, pendant les vacances allemandes, par exemple. Vous prenez un restaurant comme Nantes, lui, c'est ouais, c'est vacances scolaires, parce qu'il est en face des machines de Lille. Vous prenez un restaurant comme Victoire, donc rue de la Victoire, métro Le Pelletier, bah, lui, les vacances, c'est l'enfer. Vacances parisiennes, parce que c'est un resto de bureau. Heu, voilà, puis après vous avez des exceptions. À La Défense, en juillet, on ne sait pas pourquoi, mais en juillet, on cartonne. Enfin si, on sait pourquoi, parce qu'en fait les travailleurs sont pas encore partis, puis il y a quand même du tourisme, à La Défense. Donc voilà, ça dépend vraiment des restaurants. Au tout début, on avait une monophysionomie. Là, maintenant qu'on a 20 restaurants, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a jamais de temps mort parce qu'il y a des restaurants qui c'est leur temps fort, d'autres temps faible. Et même sur la semaine, hein, vous avez des restaurants qui bossent plus le soir, d'autres le midi, d'autres le week-end et cetera. Donc ça, c'est la force du burger, c'est qu'on peut en manger n'importe quand. Enfin, je veux dire, autant entre amis, avec la famille, au boulot, voilà. C'est la force du du produit. Les 1ers, que vous avez ouverts, vous avez sélectionné du coup les emplacements, assez stratégiques, je suppose? Vous visiez plus, je sais pas, les étudiants, plus, les travailleurs? Comment est-ce que vous avez défini un peu, la cible? Au début, on fait comme on peut sur les emplacements. On est personne, on n'a pas de sous, on trouve ce qu'on a et après on se dit: «Ah tiens, est-ce que ça peut correspondre?» C'est plutôt ça, hein, la stratégie du début et donc du coup, bah, on a trouvé un local dans un endroit où on s'est dit: «Ah, heu, quartier de bureau, hein, c'est vraiment passage de Choiseul, c'est entre le métro 4 septembre et la rue Sainte-Anne, c'est vraiment un quartier, hyper dense en bureaux, hyper dense en restauration aussi et du coup, on y est allé et effectivement, le midi en semaine, c'est, la folie. Alors c'était un restaurant qui était dans un passage, donc c'était fermé le soir. Donc le 1er restaurant de burger était ouvert que du lundi au samedi le midi. Et ensuite, le 2e à Victoire, bah, lui, il était un peu plus stratégique dans le sens où il était pas très loin, ce qui nous permet de faire des allers-retours entre les 2 et cetera, d'avoir des synergies et on est resté dans la même clientèle, la même typologie de clientèle. Vraiment, midi, semaine, sauf que celui-là, il ouvrait le soir et le week-end. C'était un temps faible pour lui, mais c'était quand même un temps intéressant à ouvrir. Puis la livraison est arrivée ensuite. Donc là, en livraison, ça a cartonné. Voilà et après, les restos d'après, en fait, on a testé. Donc Gobelins, avenue des Gobelins, côté de la Place d'Italie. Là, beaucoup moins de travailleurs, beaucoup plus de résidents. Intéressant. Donc priorité au soir, priorité à la livraison dans ce restaurant. Hyper intéressant, on voit que ça marche, on valide. Voilà, après on est retourné à La Défense, donc pareil, c'est un Victoire bis, mais particulier La Défense parce que c'est très concentré, très, très concentré. Donc on a des pics d'affluence qu'il faut savoir gérer. Voilà et après je vais pas faire chaque resto, hein, mais quand on est sorti de Paris, ensuite, on a vraiment appris différemment. Nantes, c'est notre premier restaurant hors Paris, effectivement là, week-end, vacances, tourisme, ça c'est des choses qui étaient nouvelles pour nous et on a vu que ça marchait aussi. C'est ça qui est chouette. Par contre, en termes de segmentation de clientèle, on a beaucoup de moments de consommation. Par contre, en termes de segmentation de clientèle, maintenant on sait qu'on a un client, typologie client cible bien définie. C'est vraiment, le jeune urbain, avec ou sans enfant, plutôt flexitarien, quoi. On est dans du 25-45 ans, encore une fois avec ou sans enfant, hein. On vise quand même de plus en plus, les enfants, mais ça peut être aussi sans et
CSP, moyenne ou plus, voilà, et plutôt flexi, c'est-à-dire des gens qui, mangent une fois de la viande, mais une fois ils prennent le végé, quoi. Quand on analyse, c'est un peu ça, quoi. Ah bah super parce que du coup j'enchaîne avec une question, comment vous vous adaptez du coup aux tendances changeantes? Parce qu'effectivement avant, peut-être que et bah, il y a 10-13 ans c'était beaucoup, le steak de bœuf, classique, aujourd'hui, bah, effectivement, végé, il y en a qui sont peut-être régime sans gluten, et cetera. Comment vous vous adaptez à ça? Alors, je dirais qu'à la fois on s'adapte et à la fois on l'offre aussi crée la demande. C'est qu'on essaye de notamment sur le végé, d'être force de proposition. On a toujours une offre végé depuis le début, c'est-à-dire qu'au début, c'était toute notre offre, elle pouvait se décliner avec un burger, avec un steak, au tofu. 3 des ventes au début, donc ça marchait pas très bien et puis ça a quand même augmenté, naturellement et au bout d'un moment, on a changé notre fusil d'épaule. Au lieu de faire, ce système-là, on a créé des recettes, spécifiques. Donc là, comme j'ai dit, on a sur 10 recettes, on en a 3 qui sont végé, mais c'est des recettes à part entière. Donc on a par exemple une recette avec du camembert pané, donc ça, c'est hyper important parce qu'on est vraiment dans la physionomie du burger, c'est on mange végé, mais pas pour manger végé. On mange végé parce que ce burger-là, il me plaît, parce qu'il me donne envie. By the way, il est végé. Ah ouais, Mmh. je peux m'éclater avec un burger végé. Ah ouais, c'est super bon. Mais en fait, je m'en fous qu'il soit végé, c'est même pas un critère, en fait. Et donc le rustique, ça cartonne, il y a plein de gens, des carnivores qui mangent le rustique et qui peuvent pas s'en passer, qui prennent des doubles rustiques, et ça, c'est vraiment notre volonté BioBurger. Et donc en faisant ça, on est passé, alors on a augmenté un peu entre-temps, mais là maintenant on est à 18-19 de burgers végé, donc de nos ventes. Donc c'est pour ça que je dis que l'offre appelle la demande, c'est qu'on a changé quelque chose d'offre, ça a fait augmenter la demande de VG et ça permet de changer, de participer à changer les mentalités, à se dire: «OK, le VG, c'est pas des graines». En fait, c'est même pas un critère de choix, en fait, c'est juste je prends ce que voilà, moi je prends toujours l'exemple de la pizza 4 fromages ou des pâtes au pesto, quoi. Quand tu prends une pizza 4 fromages au restaurant, tu vas pas dire: «Je vais manger VG». Bah non, Ouais, tu en prends une fait, pizza vous 4 cherchez fromages. pas à faire des burgers pour les végétariens, mais c'est plus un peu Non. ça diversifie, mais et en plus, il est végé. Voilà, alors on a quand même, du coup, on peut accueillir quand même les végétariens, ils ont une super offre du coup, donc ils sont trop contents les végétariens parce qu'ils peuvent ils ont pas un seul burger, ils en ont plusieurs, ça change et tout, mais en plus, on emmène là-dedans, des gens qui ne sont pas végétariens et et donc voilà. Par contre, sur ce qui est végan sans gluten, on se pose beaucoup la question. Bah, là rentre, dès qu'on fait du développement de produits en 100 bio, tout est plus compliqué. Donc le végan sans gluten, c'est pas du tout impossible, on bosse dessus. Mais c'est plus compliqué de sortir un bon produit, du bon pain en fait vegan sans gluten et 100 bio. Mais on bosse dessus, c'est pas non plus pour l'instant des volumes énormes, mais on est quand même attendu là-dessus. Étant 100 bio, ça plante le burger, on se doit d'avoir quand même une offre qui tient la route là-dessus, mais elle n'est pas encore existante. Là, on n'est pas force de proposition, là on est plutôt en retard sur le marché sur ces 2 sujets. Là où on est en avance, vraiment en avance sur le végé. Je vois. Je reviens sur les fournisseurs. Comment est-ce que vous faites, pour les, sélectionner? C'est quoi les critères, vraiment, spécifiques? Alors, critère de base 100 bio, hein, évidemment. Il y a pas de sujet là-dessus et ensuite il y a beaucoup, il y a un mix entre la qualité produit et les modalités. Donc modalités de livraison, de DLC, de packaging, de tout ça, de prix et aussi d'échange. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de spécifiques, on fait beaucoup de à façon, comme on dit et donc on a besoin d'avoir des boîtes qui savent et qui veulent bien et dont ça les intéresse de faire des choses à façon. Quand on tombe sur des trop grosses boîtes, en général, ils veulent pas. Les trop petites, bah, ils vont peut-être être un petit peu, pas assez, costauds pour nous suivre. Donc il faut trouver une bonne taille de boîte où en général, les boîtes avec qui on bosse, on bosse depuis ensemble depuis très longtemps et elles ont grandi avec nous. Ça, c'est super chouette. Donc elles ont acheté des outils de production au fur et à mesure qu'on grandissait et souvent elles sont assez intéressées parce que dans le monde du bio, bah, on est un peu, différent, on est un peu fun et donc en général, les gens, ça les intéresse, vachement de bosser avec nous sur les recettes. Là, encore une fois, j'étais donc, chez SBV, donc notre fournisseur de porc et c'est avec eux qu'on a mis en place le pulled pork, les filochés de porc et là, chez eux, il y a un gars qui s'appelle Alexandre chez eux et qui a énormément d'idées, pour développer des recettes, à base de porc, dans nos burgers, quoi. Donc ils sont force de proposition aussi et donc c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche, c'est ce triptyque-là, qualité, logistique, 100 bio, ouais et ce qui est génial dans le monde de la bio,
c'est qu'on tombe sur des gens, qui croient en ce qu'ils font quoi et qui sont, enfin les relations elles sont Ouais, ils ouf. sont plus Franchement, investis, puis on est vraiment main dans la main quoi, on s'éclate. Franchement on s'éclate, on se tire pas dans les pattes, c'est top, on se fait confiance, on s'entraide, heu, c'est trop cool. Est-ce que vous avez des labels que vous mettez en avant sur, certains produits ou pas spécifiquement? Bon, 100 bio évidemment, c'est le label qu'on met en avant et qu'on essaye de plus en plus d'expliquer, de valoriser. Et après il y a plein d'autres labels qui que ça enfin ça dépend des fournisseurs, mais on commence à en avoir beaucoup avec qui on travaille en commerce équitable. Donc commerce équitable Nord-Nord, tu as plusieurs labels, tu as Agritic France, tu as plusieurs, tu Bio Équitable en France, tu as plusieurs labels et qui garantissent en fait, la base, de ces contrats-là, c'est du pluriannuel. Donc c'est des contrats fixés sur plusieurs années avec un prix et souvent tripartite. Donc avec plusieurs parties dedans et donc qui garantit en fait le prix pour toute la chaîne de valeur sur plusieurs années. Et ça en ce moment, c'est au cœur pareil des débats. Nous avec, sur le pain, on a ça. Donc le paysan avec son blé, le meunier, le boulanger et nous, c'est toute la chaîne de valeur. En fait, on a un prix qui va pas bouger, du blé. Et donc même quand vous avez une crise inflationniste, qui fait, augmenter le blé, nous le blé il a pas bougé. Et demain, si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il est plus bas qu'avant, on paye quand même au prix, du contrat. Stabilité. Donc ça, c'est la base, pareil, hein, du commerce, hein, on en parle pas assez, mais le commerce équitable, si on en parlait un peu plus, il y aurait peut-être un peu moins de problèmes, Ah, c'est les contrats que vous avez générés. mis en place avec, chaque, fournisseur? De plus en plus, on les a pas partout encore, mais quasiment. En fait, c'est ça là, ça vient plutôt d'eux à la base et nous, on trouve ça génial. C'est eux qui bossaient. Quand tu as des transformateurs, par exemple, notre boulanger, c'est lui qui bossait comme ça avec son meunier et son paysan, quoi. Et nous, on s'est mis dedans, on s'est inclus, puis on a signé le contrat. Et là, on va faire pareil, par exemple, avec SBV, c'est pareil, on va faire pareil pour le porc, on a une demande récente pour le bœuf, voilà, l'idée, c'est de le faire de plus en plus. On communique pas dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire pour l'instant qu'on n'a pas Ouais, c'est ce que communiqué j'allais dire. dessus. Est-ce que vous communiquez du coup dessus ou est-ce que Ah, ça, c'est c'est notre grand problème, ça, c'est notre, grand souci, c'est que, franchement, on fait des choses de dingue. Moi, je me rends même pas compte en toute honnêteté, hein, le produit qu'on vend et ce qu'on sert et tout ce qu'il y a derrière, c'est une histoire de folie et on n'arrive pas bien à l'exprimer à nos clients, quoi, par rapport à du conventionnel. Mais si les gens venaient visiter avec nous ce qu'on visite, mais ça changerait tellement de choses. D'ailleurs, on va commencer à le faire là, on va commencer à faire visiter nos clients, nos fournisseurs. On va essayer de faire, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais leur façon de produire, que ce soit pour l'environnement ou pour les hommes et les femmes, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. On est en face de gens qui se prennent la tête pour avoir des modèles, qui sont soutenables et tout en étant, beaucoup plus respectueux et qui arrivent c'est ça aussi, c'est qu'on dit: «Ouais, la bio, on n'arrivera pas à nourrir le monde avec». J'ai visité un gars, il fait 5 tonnes de blé à l'hectare en bio. La moyenne conventionnelle, c'est 8, la moyenne bio, c'est 3. La moyenne monde en France, hein. La moyenne mondiale, c'est 3. Aux États-Unis, ils font 3 parce qu'ils ont de la place. Donc en bio, on fait 5. Donc il arrive à faire 5, c'est-à-dire qu'il arrive à faire mieux que la moyenne mondiale dans sa petite exploitation avec ses petits bras, ses petites jambes, il est tout seul. Parce que c'est un technicien. Et donc parce que derrière, il a toute une démarche, en circuit fermé, je veux dire en autosuffisance de rotation et cetera avec ses cochons et tout ça, c'est extraordinaire. Et tu as des mecs, qui y croient, quoi. Ils y croient, les algues vertes, il est en Bretagne. Les algues vertes en Bretagne, c'est pas lui. mmh. Alors je pourrais expliquer pourquoi. Les algues vertes en Bretagne, c'est pas nous, hein, c'est pas BioBurger. C'est pour plein de raisons. Ouais, ça pourrait être Bref, un sujet, tu intéressant vois? ça, Donc ouais, ce que je veux dire, c'est effectivement. que mais c'est infini. Donc ce qui est dur, c'est de l'exprimer, que les gens se rendent compte. Je reviens au tout début, hein, consommer, c'est voter et c'est pas des conneries, quoi, c'est pas du bullshit. Et c'est ce qu'on essaie un peu de faire, de montrer, de communiquer avec, Inat We Trust et avec, ce podcast, le Nuts Talk. Ouais. Mais effectivement, hein, c'est pas évident. Et vous, comment vous faites pour, assurer la traçabilité, et la qualité du coup de ces ingrédients? Est-ce que vous avez des process ou des choses spécifiques? Ouais, alors ça se met de plus en plus en œuvre parce qu'on commence à avoir les moyens. Ce qui est chouette, c'est qu'on a le label bio, qui permet d'avoir un minimum aussi de traçable parce que le principe du label bio, c'est que chaque maillon de la chaîne est contrôlé. Donc 2 fois par an, une fois en inopiné, une fois en prévenu. Nous inclus, hein, notre centrale d'achat, nos restaurants inclus, les transformateurs, tout le monde est audité.
tu as déjà ça et donc le certificat est renouvelé chaque année. Donc ça, c'est un premier entre guillemets, «garde-fou». Ensuite, nous, on va faire en fait des contrôles à la centrale, heu, à la fois sanitaires et organoleptiques, pour contrôler un petit peu, savoir si, les produits sont bons gustativement et s'il y a il y a pas de sujet sanitaire. C'est plutôt des contrôles, conformément à la norme HACCP, enfin, c'est des contrôles inopinés, aléatoires en fait, comme ça. Voilà et après on visite nos fournisseurs, mais pour l'instant, comment dire? On n'est pas, McDo qui va justement, venir visiter son fournisseur en lui mettant un flingue sur la tempe en lui disant: «C'est bien». On n'a pas cette relation-là, c'est-à-dire qu'on a plutôt une relation de confiance avec nos fournisseurs et on n'a pas encore, ce genre de typologie de visite où on regarde que tout est nickel. Clairement, on est trop petit pour ça, on n'a pas cette relation-là. Donc nous, on commence à contrôler quand on reçoit dans la centrale et après tu as un dernier contrôle qui est hyper efficace, qui est naturel, hein, c'est le contrôle des restaurants. On a évidemment une messagerie instantanée, du groupe et dès qu'il y a un sujet, sur le moindre produit, en fait, le franchisé ou le directeur remonte le ticket, d'incendie d'incident, pas d'incendie, d'incident à la team achat produit, à tête de réseau et tout de suite, on voit dans les autres restaurants si c'est partagé, pas partagé, si c'est général, pas général et cetera pour voir s'il y a des sujets ou pas. Parce que des sujets de qualité, il y en a, hein, forcément. Pour un burger qui est servi, on peut retracer directement d'où vient la viande, et cetera, ça Ah oui, c'est mais ça, tu sais que c'est obligatoire, hein, pour tout le monde oui, oui, normalement. non, mais c'est pour expliquer aux auditeurs, en fait, comment, Ah ouais. la difficulté, en fait, derrière, c'est bien beau de je veux dire, de servir des burgers, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte qu'en fait, derrière, il y a toute une machinerie et tout un Ah process bah pour dire que non, ouais. ce produit-là, il est vraiment tracé, Alors et ouais, surtout sur la viande en plus, tu es obligé de regarder en fait les numéros de lot et cetera et là on rigolait avec SBV, on voulait même remonter jusqu'à l'éleveur. C'est-à-dire qu'on aurait voulu savoir si ce bacon-là, c'est quel cochon qui vient de quel éleveur? Parce qu'ils ont des dizaines d'éleveurs. Juste pour rigoler, tu vois? Pour dire: «Bah lui, il vient de là», exactement. Ça pour l'instant on l'a pas, c'est une traçade de ma boule, mais on a des numéros de lot, ouais, bien sûr, évidemment. hem, quels a est-ce que non, on va passer, du coup, à la phase un peu, emballage. Est-ce que vous avez mis des actions spécifiques, du coup, pour réduire un peu l'empreinte environnementale des produits? Donc, je crois à un moment vous étiez, compostable ou je sais plus Ouais. exactement et puis vous avez changé? Ouais, ouais, ouais. Bah, alors là-dessus, on s'est posé la question assez tôt parce qu'effectivement, les emballages en restauration rapide, c'est un sujet. Et donc, nous, en 2017 ou 18, je sais jamais, on est basculé en tout compostable. Donc, tous nos emballages étaient compostés. Donc, on mettait tout dans la même poubelle. Il n'y avait plus de tri parce qu'en fait, le tri, ça ne marche pas en restauration rapide. Ça, on l'a compris dès le début parce qu'au début, on faisait le tri. En fait, les gens n'arrivent pas à trier, c'est trop compliqué. Déjà que chez soi, on galère, alors en restaurant, enfin voilà. Et donc tout allait dans la même poubelle, mais tout était composté. C'est-à-dire qu'on travaillait avec une entreprise, locale, donc à Paris, c'était Boudinot, qui récupérait tout et qui transformait ça, soit en compost, soit il le méthanisait. Pour être clair, c'est, les composts industriels, hein. Ouais, Que les c'est du auditeurs compost comprennent bien quand on parle de industriel. 100 compostable, c'est pas le compost qu'on peut avoir à la maison. Non, alors on avait quelques emballages qui étaient home compost, donc qui étaient compatibles, mais pas tous et donc les autres, c'était compost, industriel, donc en le chauffant un peu et cetera, avec des grosses machines. Et après est arrivée la loi, la loi sur les emballages, sur l'arrêt, des emballages jetables à usage unique en restauration rapide sur place. Et trop cool cette loi, nous on l'a adorée. Et donc on s'est mis dedans, on s'est retroussé les manches et donc on a changé de fusil d'épaule, on a complètement arrêté le compostable parce qu'il y avait un défaut du compostable, c'était le à emporter. Parce que les gens effectivement chez eux ne pouvaient pas le composter, donc du coup il y avait quand même un angle mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de démarche compost, encore, à l'échelle, nationale, enfin voilà. Donc en fait, les clients, ils ne savaient pas trop où jeter nos emballages, en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en sur place, on est passé en vaisselle réutilisable, comme tout le monde, enfin quand c'est appliqué, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. McDo a été exemplaire là-dessus quand même, ils ont été très bons et nous aussi. Et donc on a été un des enseignes qui a déployé le plus tôt. Moi, j'ai assisté à 2 tables rondes au ministère de la transition écologique avec Christophe Béchu là-dessus. Donc il y avait, McDo, KFC, Quick et The Burger. C'était rigolo. Hem et donc ça, on a fait ça et du coup, l'emballage, à emporter, on est toujours du emballage, mais on est passé dans du recyclage, recyclé. Pour le coup, c'est une filière qui marche bien. On prend toute notre, voilà et on met à recycler. Mais ça, encore une fois, McDo, maintenant que vous allez, commander chez McDo, ils ont bien fait le travail aussi.
c'est que du carton, tout est recyclé quasiment, hein, aussi, hein, il y a plus de plastique et c'est du carton et c'est la même poubelle, quoi, donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc là-dessus, maintenant, on est plutôt, comme les autres, sauf qu'on le fait bien et que c'est central chez nous, quoi, que c'est bien opéré, on va dire, par rapport à d'autres enseignes où c'est pas tout le temps mis en œuvre, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Voilà. Bah, au final, aujourd'hui, le plastique, c'est pas forcément un problème parce qu'effectivement, maintenant, on sait vraiment le recycler, enfin, le plastique recyclable, hein, bien sûr. Alors que ce soit carton ou plastique, effectivement, c'est bien. Maintenant, après, derrière, est-ce que c'est vraiment recyclé ou pas? C'est toute la question, et la Ouais, alors problématique du truc. nous on fait le taf, jusqu'à voilà, jusqu'à la poubelle jaune, quoi. Après effectivement, je suis pas dans le voilà, je suis pas dans le truc, Ouais. derrière. Ce qu'on essaye de faire par contre, le grosse marge de progression qu'on a, c'est en amont. Les emballages amont, on n'en parle pas évidemment, mais la filière s'organise, plus lentement, mais s'organise parce qu'on a l'essentiel de nos déchets, c'est l'emballage amont, hein, c'est pas l'aval, hein. Donc l'amont, hein, j'entends, les cartons dans lesquels arrivent, nos produits, nos denrées. Et là, il y a plein de sujets à faire, il y a des sujets passionnants, il y a des boîtes qui se créent pour faire de la consigne amont. C'est des Oui, gros sujets effectivement, parce que pour complexes. du coup, pour chaque ingrédient, toi, tu as forcément un emballage, l'utilisateur, il a Ah son ouais. burger, mais le burger, il est tout fait, il est dans un carton, alors que toi, tu vas recevoir la salade, tu vas recevoir les tomates et Ouais, chaque emballage, voilà, alors il y a pas heureusement, c'est pas un emballage par tomate, mais oui, oui. et voilà et on bosse dessus. Mais par exemple, justement, sur notre poulet, on avait des problèmes jusqu'à aujourd'hui parce que notre emballage, c'est un emballage GMS. Donc c'était des poulets par 2. Donc ça, c'était terrible, d'avoir des poulets par 2. Donc il faut des poulets par 15, 20 en restauration, déjà, c'est moins d'emballage. Et ensuite, on peut aller on n'en a pas encore, mais il y a des boîtes qui se créent, il y a des réflexions autour de la consigne amont. Et ça, c'est notre filière, dans toutes les filières, hein, on les voit pas, mais les emballages amont, c'est la violence. Donc là, il y a plein de trucs à faire là-dessus aussi. Mais nous, peut-être que je vais devancer une de tes questions, mais notre engagement aujourd'hui, on a un pilier, c'est vraiment croissance économique, un pas écologique, quoi. Et donc on a une vision, d'améliorer notre démarche écologique à long terme et si on fait le tour de la question, très rapidement, on se rend compte que, il y a un sujet sur lequel, on doit travailler et qui paye le plus, c'est, le bœuf. En fait, notre impact carbone, on a fait une étude, bah, voilà, c'est pas compliqué, hein, je sais plus combien, mais c'est 80 85 c'est le bœuf. Mmh. On pourrait évoquer le transport, mais en fait, au-delà du bœuf, dans les denrées, qu'on mange, hein, faut bien savoir que le transport, en fonction de la denrée, c'est 10-15 des émissions de ce que vous mangez. Donc 85 à 90 ça vient de la méthode de production. Et donc le bœuf, on sait, hein, à quel point, quelques petites data, un burger au bœuf chez nous, ça émet 10 fois plus qu'un burger végétarien et ça émet 3 fois plus qu'un burger au poulet. Donc ce qui est cool, c'est qu'on sait sur quoi bosser. En fait, tout ce qu'on vient de dire sur l'emballage et tout, c'est très cool, mais en fait, c'est marginal aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait faire dans le bœuf. Et donc dans le bœuf, il y a plein de façons de progresser. Il y a mieux produire. C'est pas la solution la plus facile, mais c'est-à-dire que 2 kilos de viande de bœuf peut émettre différemment en fonction de comment, le bœuf a été élevé. Il y a plein de méthodes, de bœuf bas carbone qu'on pourrait faire. Donc déjà, on pourrait diminuer de 30 je dirais à peu près, les émissions à consommation égale. Et ensuite, il y a surtout faire évoluer, donc les façons de consommer et donc promouvoir d'autres protéines, donc végétales évidemment, mais pas que, hein. Et effectivement, poulet, porc, même si ça émet plus que le végétal, bah, déjà ça émet moins que le bœuf. Et donc nous, on bosse sur la diversité, des protéines, pour essayer de diminuer la part de bœuf. Aujourd'hui, c'est 63 des ventes. 50 de notre offre, c'est 63 des ventes. Donc c'est déjà que 2 tiers, hein, c'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est de diminuer sans arrêter, parce que notre conviction, et on le sait, et on l'a encore la preuve, c'est que l'élevage fait partie intégrante de l'agriculture. On en a besoin pour avoir une agriculture pérenne, saine et même écologique. L'élevage a son rôle, hein, dans la chaîne de valeur, hein, énorme, le fumier, etc. Je partage pas, je ne pas dans trop du technique, mais c'est essentiel. Il faut juste que les rapports soient un petit peu changés. Hein, on mange beaucoup trop de viande et beaucoup trop de bœuf par rapport à ce qu'on devrait faire pour avoir une agriculture soutenable et équilibrée. Et donc, nous, l'idée, c'est de tout doucement de tendre vers ça. Et la limite, c'est quoi? Ben, c'est la demande. On va essayer de la stimuler. On n'ira jamais trop vite parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire trop si on se pète la gueule. Ben, en fait, on n'aura plus aucun impact. Il faut y aller progressivement. C'est ce qu'on fait depuis le début.
Donc ça, c'est notre objectif, horizon 2027. Faut qu'on l'affine, mais on aimerait bien arriver à 50 de bœuf en 2027, quoi, Ouais, comme tu dis, déjà. puis la consommation de bœuf déjà, bah, effectivement, elle est, consommatrice de CO2, mais au-delà de ça, aujourd'hui, elle est beaucoup de mauvaise qualité, comme tu dis, ben, parce que le bœuf mange pas, de l'herbe vraiment, il est nourri, mal et cetera. Donc au final, on en Aussi. arrive à manger de la viande, bah, de mauvaise qualité, en fait, et c'est aussi Ouais, un mais alors, contrôle. ce point-là, ça nous concerne pas justement. Oui, Ce point-là, parce que nous, notre bœuf déjà, il est bien élevé. Enfin, tu vois? Enfin, selon le cahier des charges bio, ce qui est déjà 100 ouais, fois mieux que le conventionnel. Donc c'est oui, vrai que moi, je clairement. me concentre surtout sur, diminuer. Mais après, ou alors, diminuer le enfin moi, c'est vraiment les émissions carbone qui me parce qu'en termes de biodive et de tout ça, de protection des sols, en bio, on est au top, quoi. Enfin, au top, quasiment au top, Mmh. là-dessus. Mais comme tu dis, oui, c'est effectivement au niveau de l'agriculture, c'est vraiment en amont qu'on consomme le plus. C'est pas, comme certains disent, le transport, ça pollue. Oui, effectivement, Ouais, mais ouais. c'est Bah, vraiment, vraiment l'agriculture, hein. Ça, c'est ouais, c'est c'est clair, je hein. vais me permettre, une petite sortie sur le local. Le local, c'est top. Il faut autant que se peut manger local. Mais en fait, par rapport à enfin, vaut mieux 100 fois plus manger bio de loin, enfin de loin, en France, mais genre, pays limitrophes, mais de faire 500 kilomètres en Bah, même bio, même d'Europe, que hein, on peut même dire d'Europe, même que de Europe, faire hein. du conventionnel, local. Enfin, c'est C'est ça. il y a aucun sujet, quoi. C'est vraiment et donc le mieux, c'est le bio local, hein, il y a pas de OK, c'est parce que c'est quand même 15 hein, voilà. Puis il y a le côté économique aussi, on aime bien faire tourner, les gens, qui habitent autour de chez soi, ça c'est cool. Mais en fait, ça ne pèse rien par rapport à le mode de production. Mais vraiment et là, en ce moment, local, c'est bio, c'est local et on a l'impression que local, c'est bon pour la santé aussi. Non, enfin, c'est pas parce que c'est local que c'est meilleur pour la santé. Enfin, ça n'a rien à voir, rien à voir. Ouais. Mais Bah, c'est bon, pour ça qu'il voilà, faut avoir une vue holistique de la chose et pas juste s'enfermer dans un seul exactement, critère, parce que ça n'a aucun sens, en fait, de ne prendre qu'un seul critère. Ça n'a aucun exactement. sens. D'ailleurs, bah, du coup, vu que vous voulez diminuer un peu cette part de bœuf, est-ce que vous avez prévu ou un burger au poisson, Ah! par exemple? Tu ferais plaisir à un de nos franchisés. On l'a pas là en développement de produit, mais on sait qu'on on va y aller. Ouais. On va y aller. Alors ce sera du poisson, enfin, faut qu'on voit ce que c'est. Il commence à avoir de l'offre intéressante, mais ça fait clairement partie du panel, de diversification de la protéine, qu'il faut qu'on propose. Puis c'est bon, quoi. Moi, j'ai mangé un burger au poisson, comme ça là en Norvège, c'était une tuerie. Ah, Enfin, il il y y a avait une des trucs à enseigne qui a faire, lancé ça là en France, il y a pas très longtemps, enfin, il y a bah, peut-être c'est 1 ou 2 ans, Fish. je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, on les connaît, ouais, c'est mon pote. Carré Fish, ouais, ouais, mais bien sûr, et bah, oui, il faut que ça, ouais, c'est leur spécialité. Mmh. Mais oui, oui, il faut qu'on y aille. Enfin, il faut qu'on y aille, il y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire super bons. Encore une fois, le but, hein, c'est pas de sanctionner, hein, au contraire, hein, c'est d'offrir des trucs qui sont super cool. C'est pas, Oui, puis il y a tellement de surtout pas saveurs, de dire aux gens, différentes. voilà, surtout pas de dire aux gens: «Mangez moins de bœuf», c'est: «Non, non, non, regardez, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi, c'est trop cool», voilà. Mmh. D'ailleurs, j'ai pas demandé, mais tout ce qui est boisson, les desserts, parce que vous faites peut-être aussi des desserts, Ouais, tout est bio? Et c'est pas que les oui, burgers qui sont bio, hein, on est d'accord? ah oui, oui, ah oui, on ne fait pas Ouais, parce partie de qu'on l'a pas ces personnes-là. précisé du coup, Non, mais on est 100 bio depuis le début. En fait, il y a rien, qui a pas été bio, dans ce qu'on a vendu depuis 13 ans. Au début, on faisait nos pâtisseries nous-mêmes, la levure a été bio, enfin, tout est bio parce que c'est plus simple, c'est plus visible, c'est plus clair, c'est plus logique, il y a plus de sens, en fait. C'est juste mmh. ça. Alors c'est des contraintes de ma boule, hein, mais c'est ça. Je reviens sur, Too Good To Go. Tu as dit que Ouais. vous aviez potentiellement un partenariat avec eux du coup pour, Alors, on va commencer alors je sais pas où ça en est exactement, mais en fait, on a évoqué le fait de, passer nos frites pré-cuites chez Too Good To Go. Je t'avoue que j'ai pas là, tout de suite maintenant la data, exacte sur où on en est, mais c'est la seule chose en fait qu'on pourrait vraiment valoriser chez eux, les frites, le soir, en fait. ouais, ça Pardon, c'était représente, quoi ta une question du grande coup? quantité ça Ah, représente une grande quantité ou, bah, c'est compliqué donc sur notre pourcentage de perte en fait, plus le restaurant va faire du volume, moins ça va représenter une quantité logique. mmh, Mais c'est pas énorme parce que sur le pourcent, là, je vais pas te raconter de bêtises. Parce que je sais pas, sur le pourcent, tu as une partie, si tu veux, qui est intrinsèque à la prépa. Je sais pas, moi, quand on coupe les carottes ou les choux sur place, bah, tu as toujours des pertes. Il y a toujours des petites pertes comme ça à la découpe. Ou le fromage, on enlève la croûte. Enfin, donc ça, c'est une partie. Tu as une partie, c'est les déchets pendant la production qui sont loupés. Donc on s'est trompé de burger. Il y a une frite qui part parce qu'elle est faite, elle est faite en trop, ce genre de choses. Et enfin, il y a ça.
et j'ai du mal à te dire, le pourcentage de ce que c'est franchement. Faudrait que je par contre, je pourrais l'avoir l'info, mais là, je l'ai pas, en toute honnêteté. OK. Hem, je vais poser une question peut-être que certains auditeurs se demandent. Est-ce que vous faites, avec vu que vos marges sont un peu plus réduites que McDonald's ou KFC et cetera, est-ce que vous faites des offres promo, des codes promo ou ce genre de choses chez BioBurger? Sur place à emporter, on n'en fait pas, sauf, avec la carte de fidélité, qui marche très bien. Donc c'est une carte de fidélité, basée sur un numéro de téléphone et en gros, bah, là, au bout d'un moment, vous avez des promos, enfin des euros offerts quoi, en fait. Sinon on n'en fait pas du tout. Par contre, on en fait sur Uber Eats et Deliveroo. Mmh. Ça, c'est une stratégie marketing parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut exister sur les plateformes, il y a toute une stratégie à avoir et notamment faire de la promotion, pas tout le temps, mais à certains moments et cetera et là-dessus, on en fait, mais basé sur des prix qui sont déjà plus chers que sur place à emporter, on est obligé. Donc du coup, c'est de la promo, alors, mais enfin, ce sera toujours plus rentable de venir manger sur place à emporter chez le burger. D'ailleurs, j'incite, hein, tout le monde à venir sur place à emporter. C'est meilleur, heu, il n'y a pas, 8 enfin, en tout, c'est plus que ça, mais il n'y a pas X qui part sur les plateformes et les frites, en livraison, franchement, c'est vraiment moins bien, quoi. Ouais. Il y a un truc là qui m'a un peu fait tilt, bon ça a rien à voir là, mais tu as dit, la carte de fidélité elle marche sur le numéro de téléphone et du coup je me dis, Pardon, ouais. les gens qui changent souvent de numéro de téléphone, ça vous pose pas des problèmes? Il y a des gens qui changent souvent de numéro de téléphone? Bah, je sais pas si une personne elle change de numéro, non? Ça vous arrive pas du tout? C'est peut-être moi une idée qui Non, en fait, ouais, non, 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 ça pose pas de problème. En fait, on vient sur la borne, on tape notre numéro de téléphone, on reçoit un texto, on clique sur un lien, puis on a une carte de fidélité qui est créée, grosso modo. Et après, on s'identifie donc soit avec le numéro de téléphone, donc en le tapant. Pourquoi on a choisi le numéro de téléphone? Parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît par cœur. C'est ouais. assez facile de s'identifier. C'est 10 chiffres, c'est facile. Ou alors, bah, quand tu as ta carte, tu peux l'avoir sur ton wallet et tu scannes ton QR code à la borne. Et ça marche super bien. On a à peu près 20% de nos ventes qui sont faits sous fidélité, quoi. OK, tu peux expliquer un peu, votre programme de fidélité là pour, les auditeurs? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh ben, 1 € dépensé égale 1 point. Au bout de 80 points, on a 5 € offerts. Donc c'est 6,5 à peu près de réduction. Pour l'instant, la mécanique, de l'outil nous permet pas de faire autre chose, par exemple de faire du pourcentage ou des produits offerts, mais on y bosse dessus. Donc ça se restreint à ça. Plus, donc c'est déjà, enfin, c'est de l'économie, quoi, tout simplement. C'est assez basique comme méthode de fidélité. Et après, pour ceux qui cochent OK, et je vous incite à le faire, ils reçoivent notre newsletter mensuelle rédigée par Madeleine, qui sont géniales. J'adore. Elle a une super plume, c'est très fun et à la fois on apprend des choses sur ce qu'on fait, sur notre développement, sur nos produits et c'est sympa. Alors je sais que tout le monde est submergé de newsletters, mais évidemment c'est au choix, mais elle est vraiment cool. Et nous, ça nous permet, c'est un espace en fait, un peu comme un podcast, c'est un espace d'expression. On a un peu plus le temps de dire les choses et nous on aime bien parce on aime bien prendre le temps de raconter qui on est parce qu'on a plein de choses à dire. Ouais. On va arriver un petit peu à la fin de l'épisode. J'ai 3 questions. La première, c'est quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui et comment vous les surmontez? Hmm. Il y en a plusieurs, défis de croissance. Les défis, je te Ah laisse non, mais me répondre. pardon, c'est une affirmation, ouais, excuse-moi. Ah OK. Défi de croissance, on a un défi lié à la croissance. C'est-à-dire, en gros, on a ouvert 5 restos, les 2 dernières années par année, enfin 5 et 5, 5 en 2022, 5 en 2023. Là, on va en ouvrir, une petite dizaine et en fait, l'idée, c'est d'accélérer, pas trop, juste ce qu'il faut pour se développer, mais sans galvauder, heu, sans gréver, la qualité. Donc la qualité au sens large, hein, du produit, du service, des restaurants, et cetera. Donc nous, on promeut une croissance plutôt maîtrisée, mais c'est quand même assez important d'ouvrir des restaurants. Donc voilà, ça c'est un 1er défi, c'est ce coût de cette croissance, faut pas que ça remette en cause nos fondamentaux, mais qui sont plutôt notre qualité. On a des gros fondamentaux, on a mis du temps à accéder à la croissance, on a été beaucoup plus lent que tous nos concurrents et maintenant on prend la place, maintenant on commence à s'imposer et donc c'est plutôt, une très bonne trajectoire qu'on aime bien. Mais voilà, c'est pas, le maintenant qu'il faut que ça se déstabilise et donc s'il faut aller moins vite pour préserver la qualité, on ira moins vite pour préserver la qualité. C'est comme en restaurant. On va très vite en restaurant, mais les équipes, elles ont comme pour consigne, si jamais vous devez faire le choix entre qualité et rapidité, c'est la qualité. Tant pis, le client attendra 2-3 minutes de plus.
Là, c'est pareil. Gros défi là, 2e défi, bah, en fait, c'est ce dont fait face tout le monde, c'est que, on s'est tapé plusieurs crises là. On a résisté. Bah, l'idée, c'est de continuer à résister à toute cette incertitude, liée au marché de la restauration. En ce moment, c'est moins bien. Bah, nous, on marche bien, mais on sait que les chiffres, sont moins bons dans la restauration, les habitudes changent, il y a l'inflation, enfin, il y a tout ça, quoi. Donc en fait, c'est se remettre en question, être toujours en mouvement, pour pouvoir réagir, par rapport à tout ça et pérenniser la boîte, quoi. Et le troisième, je dirais que bah, c'est tout notre impact, sociétal, hein, au sens large. Donc je vais parler, du VG, mais aussi, nous, au niveau social, en interne, on a envie de passer la seconde parce qu'on commence maintenant à être rentable et donc du coup avoir plus de ressources pour pouvoir faire mieux, faire le bien autour de nous en termes humains, envers nos collaborateurs, nos franchisés, nos fournisseurs, et cetera, nos clients et et voilà, avoir des vraies démarches et passer une step là-dessus. Moi, je veux que les gens qui soient touchés de près ou loin par le burger, bah, je veux qu'on apporte du bonheur, quoi. Je veux que ce soit cool. Et donc là, on a plein d'idées à mettre en place là-dessus. Bah, est-ce que tu peux nous partager quelques plans futurs de Bioburger, que ce soit, bah, sur peut-être, l'initiative environnementale, je sais pas, une recette, qui va sortir ou ce genre de choses? Bah, j'ai déjà été, assez transparent parce que, alors c'est vrai qu'on n'a pas les leviers directs, mais, tu vois, la baisse du bœuf, avec la diversification des protéines, c'est quand même, alors j'ai pas de produit là, tout de suite maintenant, tu vois, à t'annoncer, si j'ai dit qu'on allait améliorer par exemple à partir de porc, on va sur le porc, on sait qu'on va pas s'arrêter là, ça c'est clair, hein, parce qu'on a un super fournisseur. Le poulet va être amélioré aussi parce qu'il est un peu en dessous de notre autre burger, bon. Mais j'ai pas de breaking news, Ah tiens et d'ailleurs, heu, pour toi, c'est quoi pour toi le meilleur burger chez Bioburger? c'est un burger qui n'est pas à la carte évidemment. Ah! Mais qu'on peut demander, pour moi c'est, alors je vais prendre lequel? Alors, au choix, c'est le poivre avec ah non, bah, ouais, non, pardon. Non, enfin, non, j'en ai plusieurs en fait, mais c'est un peu les mêmes. C'est soit le poivre, soit le rustique, soit le champignon, mais supplément pardon, attends. Soit le poivre, j'y arrivé, soit le pulled pork, soit le champignon, vous me suivez? Donc soit le poivre, soit le pulled pork, soit le champignon, supplément galette rustique. Galette rustique, c'est la galette de camembert pané. Donc là, vous OK. avez un steak de bœuf ou alors, pour le poivre, vous avez, du pulled pork pour le pulled pork ou du champignon, donc c'est et vous rajoutez le mieux, je crois que c'est avec le pulled pork. C'est une tuerie, tuerie. Alors là, en termes de gourmandise, on est, Au summum. ouais. Ah ouais, ouais, franchement, mais je pense qu'on va finir par le sortir celui-là. On a des idées, par exemple, de faire des cheat menus ou des trucs comme ça et peut-être que ce sera dedans. Voilà. Super. Eh ben, écoute, on arrive à la dernière question. C'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi, être, un plat. Bah, en fait, je viens de le dire. Ah, c'est Je ça? te jure que c'est vrai. Je vais mon plaisir, c'est, faire mon entraînement de trail, moi j'habite à Strasbourg, donc le jeudi soir, j'ai mon entraînement, avec mon équipe, à Bar, là, dans les Vosges. Je vais dans les Vosges, on fait du fractionné dans la montagne et tout, on a froid et cetera et après je rentre à Strasbourg et là je m'arrête, à mon resto au Wacken et là je me fais un bio burger et je te jure que c'est un plaisir de ma boule que de se faire un bio burger. En fait, je suis tombé amoureux de mon propre produit. C'est ça qui est génial, c'est que je retrouve ce que j'avais chez McDo quand j'étais petit chez moi, mais 100 fois plus fort et vraiment et donc ça, je fais ça ou alors avec ma fille, quoi. J'emmène ma fille, on va en famille, le samedi, chez Bio Burger et c'est un bonheur d'avoir ma fille croquer dans un Bio Burger. Donc ouais, mon plaisir coupable, je te jure, hein, et j'étais encore ce midi là, c'est de manger un Bio Burger. Eh ben, j'ai Mais du hâte coup, c'est d'aller pas si tester en coupable tout que cas. ça. C'est pas si coupable que ça, du coup. Ouais, plus Ah que ça. ouais, c'est pas parce qu'on f il faut pas faire du sport pour pouvoir manger derrière. Le sport, faut que ça reste un Ah, plaisir aussi, mais moi je sais jamais si je cours pour, manger ou si je mange pour courir. J'adore dire ça et c'est vraiment vrai. super, Voilà, on merci s'en fait Louis, pas, hein. si on veut un petit peu plus de BioBurger, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, bah, sur, les réseaux sociaux, donc Instagram, donc le burger, tapez le burger. Sur LinkedIn, on est un peu là. Moi, je suis un petit peu là, je fais un post par mois, mais voilà. Notre site internet donc bioburger.fr et donc je le redis, la newsletter surtout, qui est le plus cool en fait.
Donc, vous prenez votre compte fidélité, vous cliquez newsletter et en vrai, c'est vraiment un petit concentré de bonheur tous les mois, cette newsletter. Voilà, Et ben, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode en tout cas. cool, merci. Et ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça fait un bel épisode. Moi, en tout cas, j'ai pas encore testé BioBurger, mais Ah là il va là, falloir que je teste sur Lyon. Je suis pas très loin de Lyon, donc il bah, va falloir voilà. que j'aille tester ça. Ça roule. Et ben, je te Avec plaisir. remercie beaucoup. Ouais, merci Mehdi. À bientôt, salut. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.